Est-ce que vous m'entendez? Alors, Ah, super, super. Bonjour. Je ne savais pas trop si ça avait commencé, mais je vois que vous êtes là. Donc, c'est parfait. Je vais vous faire les révisions. Je vais vous faire les révisions de néphrologie en 90 minutes. Euh, donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous ai fait 45 diapos. Il y a 2 minutes par diapo. Essayez de vous restreindre aux diapos, aux questions qui correspondent à ce qu'il y a sur la diapo. Normalement, vous devez comprendre, il n'y a pas tout sur les diapos, mais vous devez tout comprendre et savoir de quoi ça parle. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser sur le chat et je vous ai donné mon mail en fin de topo. Alors, euh, je vais commencer par 3 conseils un peu généraux et puis on va aborder après les sujets classés par thème. Alors, le premier conseil, c'est d'abord toujours penser aux urgences. Et pour vous souvenir des urgences en néphrologie, là j'ai mis un petit mot capiche, un petit mot-clé qui vous fait penser à la kaliémie. Euh, on peut mourir d'arrêt cardiaque. Les problèmes associés à l'insuffisance rénale, puisqu'en fait ce qui va être grave, c'est les complications de l'insuffisance rénale, mais aussi les causes de l'insuffisance rénale, et en particulier les états de choc, le poumon, avec en particulier l'OAP, et puis les infections, à la fois les greffés, mais aussi les patients insuffisants chroniques sont à risque d'infection, à risque cardiovasculaire. Ils meurent d'abord d'événements cardiovasculaires. Et puis enfin, les autres ions que le potassium, avec les urgences de type dysnatrémie, dyscalcémie. Donc, essayez toujours de commencer, même avant de comprendre ce qui se passe, par éliminer sur un dossier où il y a une ambiance néphrologique les urgences. Deuxième question, aspect un peu général, en fait, la définition de la maladie rénale chronique, on y reviendra, ça prend en compte la fonction rénale de filtration des déchets, mais aussi du fait de retenir, d'être sélectif pour les protéines, et donc l'absence de protéinurie. Et donc ça permet de définir une maladie rénale. Et puis d'autres anomalies, soit dans les urines, comme la leucocyturie ou des protéinuries tubulaires, soit dans le sang, avec la diminution de petits ions. Et puis très important, la morphologie, avec, vous savez, l'échographie qui est toujours importante. Donc ça, si vous avez ces 4 paramètres, la fonction, ce qu'il y a dans les urines, avec en particulier protéinurie, hématurie, morphologie, et puis les troubles hydroélectrolytiques, vous avez tout ce qu'il vous faut pour dépister et pour faire les premiers pas dans la démarche de raisonnement néphrologique. Et du coup, à ça correspondent ces examens-là, qui sont le bilan de première intention, avec la fonction, la protéinurie, le CBU pour les leucocytes et l'infection, le iono, l'échographie. Toujours penser, quand il n'y a pas d'échographie dans un cas de néphrologie, c'est un oubli. Et toujours penser aussi à la biopsie rénale, qu'on ne fera pas toujours, mais qu'il faut toujours évoquer dans un dossier de néphrologie. Le piège, c'est de l'oublier. Alors, troisième conseil général avant de rentrer dans le dur du sujet, en néphrologie, en fait, le rein, c'est extrêmement robuste. Donc, quand vous avez une maladie rénale, c'est que le rein est dépassé. Et souvent, il y a plusieurs causes à ça. Il faut plusieurs causes pour faire une maladie rénale. Et donc, lorsque vous identifiez une étiologie d'une maladie rénale, il ne faut pas vous arrêter là. Il faut être un petit peu systématique et en rechercher d'autres. Et c'est très souvent le cas. Donc, il y a une redondance diagnostique. Ce n'est pas parce qu'on a une nécrose tubulaire ischémique qu'on n'a pas aussi une nécrose tubulaire toxique, parce qu'il y a souvent des AINS en plus, par exemple. Et puis, de manière un peu à part de la néphrologie, mais il faut penser aussi que lorsque vous avez identifié une cause, par exemple une anémie arégénérative, du fait de l'insuffisance rénale, pour revenir à la néphrologie, ça n'élimine pas qu'il y a une cause surajoutée. Et donc, une anémie régénérative, ça n'élimine pas, quand vous êtes insurrénal, que vous avez en plus une hémorragie digestive parce que vous avez un ulcère gastrique. Donc, il ne faut pas s'arrêter à la première cause, il faut essayer de rechercher tout ce qui peut être compatible avec le tableau. Pareil, insuffisance rénale organique, on n'arrive pas à concentrer ses urines, mais ça ne veut pas dire qu'on est protégé contre la déshydratation. Si on a en plus des diarrhées, on peut avoir une insuffisance rénale organique plus une part fonctionnelle. Bon, maintenant que je vous ai délivré mes perles de sagesse sur ces 3 points généraux, on va aborder les sujets précis. Et donc, j'ai rangé en 5 thèmes la néphrologie, toute la néphrologie pour vous. Donc, on va commencer par l'insuffisance rénale aiguë. Et donc,
première chose, je vous ai dit d'abord les urgences, l'hyperkaliémie. Donc ça, c'est l'urgence en néphrologie avec le risque d'arrêt cardiaque, parasystolie, et d'abord des troubles de conduction. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'urgence, c'est de prendre le pouls et de faire un ECG. Et si vous voyez qu'il y a un retentissement cardiaque grave, pas juste les ondes T pointues, mais un trouble de conduction, le gluconate de calcium, qui ne traite pas l'hyperkaliémie, mais qui traite le cœur, la souffrance du cœur due à l'hyperkaliémie. Et puis après, vous avez les mesures pour faire baisser le potassium en urgence, l'insuline glucose et les bêta-2 mimétiques. Et ne jamais oublier que ça, c'est temporaire. Et donc derrière, c'est la dialyse ou le traitement de l'insuffisance rénale, si par exemple c'est quelque chose de simple comme un globe vésical. Et puis dans les étiologies, une fois qu'on a traité les urgences, on réfléchit à qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Et bien vraiment l'hyperkaliémie, il y a quasiment toujours une insuffisance rénale. L'autre chose, mais souvent c'est des hyperkaliémies qui ne sont pas forcément aussi intenses, ça peut être les médicaments hyperkaliémiens. Mais toujours rechercher une insuffisance rénale, et même si la créatinine n'est pas encore montée, peut-être que le potassium y monte parce qu'il y a une insuffisance rénale très brutale. Alors, il y a quelqu'un qui me demande le bicarbonate de sodium. Alors, le bicarbonate de sodium, finalement, je ne vous l'ai pas mis là parce que le bicarbonate molaire à 84 pour 1000, c'est bien pour protéger le cœur. En fait, ça a un effet du fait de l'apport sodé important pour la cardioprotection. Pour l'hyperkaliémie, en fait, c'est le traitement de l'acidose et ça permet de contrer une acidose atroanionique normale ou bien ou une acidose tout venant en réanimation chez les patients ventilés. Mais du coup, le bicarbonate, c'est assez peu efficace dans l'hyperkaliémie en dehors de l'acidose, donc c'est plus le traitement de l'acidose. Et puis, d'autre part, le bicarbonate, c'est dangereux parce que ça peut donner des OAP lorsqu'ils sont en surcharge. Alors, il y a quelqu'un qui me redemande pour les ondes T positives isolées, c'est un signe d'hyperkaliémie. Donc, en fait, si vous avez une vraie hyperkaliémie, vous avez les ondes T augmentées. Et si vous avez une hyperkaliémie sans ondes T pointues augmentées, c'est probablement une fausse hyperkaliémie. Mais ce n'est pas un critère de sévérité, donc ce n'est pas de gluconate de calcium. Alors, caïhexalate, enfin, on m'a demandé le caïhexalate. Le caïhexalate, on peut en donner, mais ça sera une efficacité très modérée, 0,5 mmol par litre au maximum, et puis avec un risque de toxicité digestive et une efficacité lente. Donc, par rapport à l'urgence, le caïhexalate, ce n'est pas un médicament de l'urgence, c'est plutôt pour contrôler une hyperkaliémie à moyen terme. Prochaine diapo. Encore une de nos urgences néphrologiques, c'est le poumon. Donc, le poumon, si vous avez un œdème aigu du poumon, ça, c'est une urgence thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà temporiser avec le risque d'arrêt cardiaque hypoxique. Donc, c'est apporter de l'oxygène, éventuellement la VNI, si c'est disponible là où vous êtes, et les nitrés. Les nitrés, c'est le meilleur traitement avec l'oxygène dans l'urgence, de l'OAP, de surcharge, de l'insuffisance rénale, éventuellement dialysé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vasodilate le secteur veineux et c'est comme si vous faisiez une saignée. Donc, c'est efficace très rapidement et vous pouvez même utiliser en antispray dans un premier temps. Donc, vous l'avez sur vos ECG et dans les charges d'urgence. Donc, ça permet de temporiser. Attention, à ce moment-là, il faut vérifier que ce n'est pas une autre urgence. Est-ce qu'on ne confond pas avec une détresse respiratoire d'autres mécanismes? Et ce qui doit vous faire mettre la puce à l'oreille, c'est si vous n'avez pas d'hypertension. Dans l'insuffisance rénale, le mécanisme que vous voyez à gauche, c'est la surcharge. On n'excrète pas l'eau et le sel. Et donc, normalement, on est hypertendu. Si vous n'avez pas d'hypertension, eh ben, peut-être qu'en fait, c'est une pneumopathie ou une désaturation sur un sepsis, ou peut-être c'est une origine cardiaque avec un cœur qui arrive. Alors, l'insuffisance cardiaque, vous pouvez être hypertendu, mais si vous n'êtes pas hypertendu, ça ne ressemble pas tellement à du rein seul, donc il faut faire attention. Et du coup, s'il n'y a pas d'hypertension, attention aux nitrés qui risquent de vous rendre hypotendu. Donc, on temporise avec l'oxygène et les nitrés. On vérifie qu'on ne fait pas un infarctus, c'est fréquent chez l'insuffisance rénale ou un sepsis. Et puis, on déplète pour traiter l'hypervolémie, justement, un peu plus au long cours, pour éviter que ça recommence, avec les diurétiques de Lens, et puis l'ultrafiltration en dialyse. Alors, il y a quelqu'un qui revient sur l'hyper. Alors, VNI d'emblée, oui, si c'est grave, il faut mettre tout ce qu'on a, l'oxygène. Mais souvent, on ne l'a pas. Donc, souvent, on commence avec l'oxygène, les nitrés et les diurétiques, et puis ça suffit.
quand le patient n'est pas un patient au bord de l'arrêt hypoxique. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé quand est-ce qu'on dialyse pour l'hyperkaliémie. En fait, on dialyse sur les troubles cardiaques. Habituellement, c'est à partir de 6 ou plus, et surtout si vous n'arrivez pas à le faire baisser. C'est-à-dire s'il n'y a pas un médicament à arrêter qui est hyperkaliémiant, et s'il n'y a pas, par exemple, un obstacle qu'on peut drainer, ben là, on va vouloir dialyser parce qu'on ne peut pas résoudre le problème de l'insuffisance rénale rapidement. Alors, désolé pour l'hyperkaliémie. Après les questions des diapos d'avant, je répondrai après. Hein. Je ne reviens plus sur les diapos d'avant. Donc, les nitrés plus diurétiques de Lens, d'emblée, oui. L'un puis l'autre, ben non, en fait. Alors, si ce n'est pas très grave et qu'il n'est pas très hypertendu et pas très hypoxique, vous pouvez mettre juste les diurétiques de Lens, mais sinon, c'est bien de les mettre ensemble hein, si vous avez un OAP avec une hypoxie. OAP sans HTA, sans signe de surcharge, est-ce qu'on déplète par diurétique? Ou est-ce qu'on considère que la cause de l'OAP est uniquement l'hypertension et on met que des antihypertenseurs? Alors, ça, c'est une bonne question. Si vous avez un OAP hypertensif sur une hypertension maligne, parce qu'en gros, pour faire un OAP sur une hypertension sans surcharge, il faut que ça soit de l'HTA maligne. Et dans ce cas-là, en fait, on utilise plutôt des antihypertenseurs de la crise aiguë hypertensive comme le nicardipine, le Loxène, et on va hydrater pour casser l'activation du système rénine-angiotensine. Mais là, on est sur un OAP plus flash d'une sténose de l'artère rénale ou une HTA maligne. Donc voilà. Bon, j'avance un petit peu. Maintenant qu'on a vu ces deux urgences, l'hyperkaliémie et l'OAP, voilà, on arrive à quelque chose d'un peu plus étiologique, l'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale aiguë, ça se dépiste sur l'élévation de la créatinine. On l'a dit, ça peut être retardé. Donc, si vous avez les deux reins qui s'arrêtent sur un obstacle bilatéral, vous avez une insuffisance rénale aiguë totale tout de suite, mais la créate, elle va monter qu'après. Donc, il ne faut pas s'arrêter à la créatinine. On a vu les urgences vitales qu'il faut vite éliminer avec l'ECG et l'auscultation pulmonaire. Et puis, l'arbre diagnostique que vous devez connaître par cœur et pas qu'en néphrologie, hein, c'est de la médecine générale, devant une insuffisance rénale aiguë, l'échographie. On pense toujours à l'échographie. D'ailleurs, quand elle est chronique, c'est pareil, on fait une échographie. Et là, on regarde surtout un obstacle. Est-ce qu'il y a un obstacle qu'on peut dériver rapidement? Ensuite, maintenant que l'échographie est faite et qu'elle montre cette dilatation au dérive ou qu'elle ne le montre pas, et bien dans ce cas-là, on se demande est-ce qu'il y a autre chose, s'il n'y a pas d'obstacle. Et donc, la question d'après, c'est est-ce que l'insuffisance rénale est fonctionnelle? Donc ça, c'est qu'est-ce qui est simple à traiter, dériver un obstacle, hydrater un patient, et qu'est-ce qui est aussi le plus fréquent. Donc c'est comme ça qu'est fait l'arbre diagnostique. Et là, fonctionnel, en fait, on regarde est-ce que le rein a un comportement adapté à une hypoperfusion. Donc est-ce qu'il concentre les déchets dans le plus petit volume possible, avec le moins de sel possible, pour conserver un volume extracellulaire. Et là, je pense que vous pouvez retenir un seul critère, puisque c'est le plus robuste qui résiste assez bien même à la prise de diurétique, c'est la fraction d'excrétion de l'urée. Et ça, je vais vous détailler comment ça fonctionne. La fraction de l'excrétion de l'urée, ça part sur le principe que dans une insuffisance rénale fonctionnelle, il y a la créatinine qui est filtrée avec l'urée, en plus un peu de créatinine comme le tube est bien vivant, qui continue à être sécrété par le tube. Et puis par contre, parce que le rein essaye de conserver l'eau et le sel, il réabsorbe au maximum, et en particulier, il réabsorbe l'eau sous le contrôle de la vasopressine, de l'ADH au niveau du tube collecteur, et avec l'eau vient l'urée, tandis que la créatinine, elle, n'a pas ce transport passif avec l'eau. Donc, dans une insuffisance rénale fonctionnelle, on excrète de l'urée de la créatinine, toujours un peu plus de créatinine avec la sécrétion, et par contre, on réabsorbe l'urée. Donc, la concentration de la créatinine dans les urines va être plus forte que celle de l'urée, qui va être réabsorbée et donc mal concentrée dans les urines. Donc, la fraction d'excrétion de l'urée, c'est la concentration de l'urée du plasma vers l'urine sur la concentration de la créatinine du plasma vers l'urine. Et si c'est inférieur à 35%, c'est fonctionnel. Quand ce n'est pas inférieur, et donc c'est ça qui compte en fait, quand c'est supérieur à 35%, on n'a pas d'adaptation à l'hypovolémie, donc on a une insuffisance rénale organique, ce qui ne veut pas dire que, puisque le rein n'est pas capable de concentrer les urines, il y a peut-être en plus une hypovolémie, mais auquel le rein ne s'adapte pas. Donc voilà, une fois que vous avez
recherchez une insuffisance rénale fonctionnelle. Si vous avez ça, vous la traitez en ajustant la perfusion rénale, soit en hydratant, soit en améliorant la perfusion rénale, en améliorant l'insuffisance cardiaque ou hépatocellulaire. Et puis, si vous avez un phénomène organique, et bien là, vous allez peut-être essayer quand même de traiter une part fonctionnelle surajoutée, mais vous allez surtout chercher autre chose. Et là, vous arrivez aux insuffisances rénales organiques, où vous allez rechercher une atteinte d'un des compartiments anatomiques du rein. Et donc là, il faut systématiquement rechercher une atteinte soit du secteur vasculaire, soit du secteur glomérulaire, soit du secteur tubulaire, soit du secteur interstitiel. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé comment est-ce qu'on calcule la fraction d'expression de l'urée. C'est ce que je vous ai marqué ici. Donc, c'est de combien est concentrée l'urée du sang vers les urines divisé par de combien est concentrée la créatinine du sang vers les urines. Donc, vous avez ici la formule. D'accord ? Donc, la insuffisance rénale organique, vous allez utiliser en particulier la protéinurie et l'hématurie pour vous faire une idée de s'il y a une atteinte glomérulaire. Vous allez regarder s'il y a une hypertension ou des signes de MAT, on va y revenir, s'il y a une atteinte vasculaire. Vous allez voir à l'anamnèse s'il y a eu des AINS ou une hypovolémie pour l'atteinte tubulaire. Et puis, pour l'atteinte interstitielle, c'est encore l'anamnèse. Est-ce qu'il y a eu une prise de médicaments allergisants? Et puis, est-ce qu'il y a éventuellement des maladies auto-immunes associées? Ou alors l'infection, mais ça, évidemment, si c'est une pyélonéphrite, c'est une néphrite interstitielle, mais que vous aurez dépisté avant par l'anamnèse, la fièvre et le CBU. Donc, ça, on va revoir un petit peu le diagnostic des néphropathies. Donc, que ce soit aigu ou chronique, ça sera après la même chose, on y reviendra. Alors, le rein aigu, donc là, ça redit exactement ce que je vous ai dit. Pour l'obstacle, compartiment urologique, échographie, les vaisseaux hypertension, NUM, et peut-être complément pour avoir la MAT et les emboles de cholestérol, et puis l'anamnèse pour l'interstitium et le tubule, protéinurie, albuminurie pour le glomérules. Alors, là, on a couvert l'insuffisance rénale aiguë. Maintenant, on passe à l'hydroélectrolytique avec les troubles ioniques autres que l'hyperkaliémie qu'on a traité donc dans l'insuffisance rénale, puisque c'est vraiment la grande cause de l'hyperkaliémie. Alors, déshydratation extracellulaire. C'est une perte de sel et ça se dépiste sur la clinique. Ça se dépiste sur la tension artérielle, la perte de poids et puis l'anamnèse. Mais d'abord, vous voyez, je me suis dédié, il faut commencer par les urgences. Voilà, donc j'y reviens, j'aurais dû dire ça. D'abord, le patient, il a l'air déshydraté. Vous regardez, est-ce qu'il a des signes de choc, défaillance d'organes, marbrure? Est-ce qu'il est oligurique? Puisque le rein, là encore, va être un signal. C'est-à-dire que le rein peut être à l'origine de maladies, mais peut aussi être la conséquence de maladies graves, dont le choc ou la déshydratation sévère. Et le rein va être très sensible à la déshydratation. Et donc, l'insuffisance rénale et l'oligurie, ça va être un des premiers marqueurs, avec du coup vérifier la kaliémie, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes déshydraté, ça c'est assez simple. Il n'y a pas de risque à donner du sel et de l'eau, puisque un patient déshydraté, tant qu'il est déshydraté, vous n'allez pas le mettre en OAP. Voyez, donc, vous pouvez mettre du chlorure de sodium à 0,9%. Et là, même s'il est un peu insuffisant cardiaque, il n'y a pas de risque, puisqu'en fait, là, il est en dessous. Tant qu'il est en dessous de sa volémie normale, vous ne faites que corriger les choses, vous ne le mettez pas en surcharge. Donc, il ne faut pas avoir peur de réhydrater vite pour éviter les conséquences qui peuvent être, par exemple, une insuffisance rénale fonctionnelle qui devient une insuffisance rénale organique avec une nécrose tubulaire. Donc, il faut réhydrater vite et trouver la bonne volémie du patient. Le bicarbonate, c'est du sel aussi, ça marche aussi, le 14 pour 1000. Là, il faut le donner, en particulier s'il y a une acidose et s'il n'y a pas d'hypokaliémie ni d'hypocalcémie, parce que le risque d'alcaliniser, c'est de majorer une hypokaliémie ou une hypocalcémie pour le calcium ionisé. Donc, les étiologies principales, diarrhée, vomissement, le rein, avec la perte d'eau et de sel, en particulier les diurétiques. Alors, il y a quelqu'un qui demande, on ne va pas mettre que du bicarbonate. S'il y a une grande acidose, pourquoi pas? Vous apportez beaucoup de bicarbonate, ça donne beaucoup. Il y a encore plus de sel dans le bicarbonate
que dans le chlorure de sodium, que dans le sérum phi, mais c'est assez rare qu'on mette que du bicarbonate. Donc je suis d'accord, souvent le bicarbonate, ça se rajoute. On met un tiers, la moitié de bicarbonate, par exemple. L'avantage de ça, c'est que ça permet d'équilibrer aussi la teneur en chlore. On ne se retrouve pas avec 155 millimoles par litre de chlore, ce qui peut être un peu agressif pour le rein et favoriser l'insuffisance rénale et puis donner des acidoses hyperchlorémiques. Donc voilà, donc les étiologies rein et digestif, et puis après, hémorragie, les pertes insensibles, les brûlés, les défauts d'apport. Alors, est-ce qu'on peut donner du bicarbonate chez un insuffisant cardiaque? Pas de problème, surtout s'il est acide, avec une acidose métabolique à 3 ionique normale, ça va être utile. Là encore, vous pouvez donner le sel que vous voulez à un insuffisant cardiaque tant qu'il est hypovolémique. Ce qu'il ne faut pas, c'est… Alors par contre, là où il faut faire attention, c'est quand vous atterrissez, vous êtes un peu plus prudent parce que vous ne voulez pas dépasser. Vous ne faites pas confiance à un insuffisant cardiaque ou à un insuffisant rénal pour pouvoir après excréter le surplus de sel et d'eau que vous allez lui apporter. Donc vous allez vite dans la zone évidente d'hypovolémie et puis vous ajustez un peu plus prudemment sur les derniers litres ou les derniers 500 millilitres. Alors, hyperhydratation extracellulaire. Alors là, ça revient à l'OAP qu'on ne va pas retraiter, mais qui est la première chose à regarder. Le patient a des œdèmes, vous vous en fichez, vous écoutez d'abord le poumon, parce que les œdèmes, vous avez le temps, mais l'œdème pulmonaire, ça peut, ça peut partir en vrille assez rapidement. Donc, quelquefois, ils sont bien, ils compensent, et tout d'un coup, ils font l'hypoxie, l'arrêt. Et puis après, les épanchements des séreuses, en particulier la plèvre et puis le péricarde, puisque ça peut être des urgences aussi. Souvent, ce n'est pas que l'hypervolémie, ce n'est pas que l'hyperhydratation. Alors, les étiologies, là, vous avez le rein. Et là, le rein, c'est le syndrome néphrotique qui peut vous faire des œdèmes. Mais là, souvent, c'est une hypovolémie efficace, avec un secteur vasculaire un peu vide. Puis vous avez juste la perte de fonction rénale avec pas de protéinurie forcément, mais une perte de possibilité d'excréter l'eau et le sel. Le cœur, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que là, vous avez une hypoperfusion rénale du fait de l'insuffisance cardiaque, et du coup, le rein va garder l'eau et le sel, puisqu'il se sent hypoperfusé, et du coup, vous allez avoir une hyperhydratation extracellulaire. Le foie, pareil. Donc ça, c'est les grandes causes d'hyperhydratation extracellulaire. Et le traitement, c'est les diurétiques, avec en particulier les diurétiques de Lens, la restriction hydrosodée, et puis évidemment le traitement étiologique, si vous pouvez améliorer l'insuffisance rénale, cardiaque ou hépatique. Alors, maintenant, vu qu'on a parlé des diurétiques pour le traitement de l'hyperhydratation extracellulaire, eh bien, un petit rappel sur les diurétiques. Les grandes indications des diurétiques pour l'hypertension, les seuls qui sont validés avec l'AMM, c'est les thiazidiques. D'accord ? Alors, les thiazidiques, il faut juste faire attention à deux choses. Un, ils peuvent donner facilement l'hyponatrémie, puisque les thiazidiques, ils ne cassent pas le gradient de concentration cortico-papillaire. Donc le rein, si vous faites pisser le sel, vous les mettez un peu hypovolémiques, le rein il va essayer de réabsorber l'eau grâce à ce gradient au niveau du tube collecteur, et du coup, il va y avoir une perte de sel supérieure à la perte d'eau, et le patient va se diluer, devenir hyponatrémique. Donc attention à l'hyponatrémie, il faut faire une restriction en eau avec et le suivi de l'anatrémie lorsqu'on utilise les thiazidiques. L'autre chose, c'est que ça favorise les cancers cutanés, donc attention en particulier les phénotypes, les phototypes clairs. Ensuite, l'antialdostérone, c'est vraiment pour l'hypertension plutôt dans le cadre des hyperaldos, c'est logique de l'utiliser. Et puis les diurétiques de Lens, chez les patients chez qui les autres diurétiques sont peu efficaces, en particulier les insuffisants rénaux ou les insuffisants cardiaques assez avancés. Pour la volémie, on a parlé, les diurétiques de Lens, c'est les plus efficaces, c'est les plus puissants. Et puis pour le cœur, les antialdostérones sont cardioprotecteurs, mais attention quand il y a une insuffisance rénale, puisqu'il y a un risque d'hyperkaliémie avec des risques du coup d'engager le pronostic vital sur des hyperkaliémies. Donc voilà pour les diurétiques, c'est un peu survolé. Et on arrive à l'hyponatrémie. On a dit qu'on craignait l'hyponatrémie lorsqu'on utilise les thiazidiques. C'est vrai avec tous les diurétiques, mais surtout les thiazidiques. Et donc là, vous avez cet arbre diagnostique qu'il faut savoir utiliser. Alors, on se rappelle que l'hyponatrémie, c'est vraiment un excès en eau. Et donc, on peut… Alors,
Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour les diurétiques, est-ce qu'on utilise d'autres diurétiques dans l'hypervolémie si les diurétiques de Lens sont insuffisants? Oui, alors ça devient un peu plus spécialisé, mais on peut associer en effet en particulier les thiazidiques. Euh, alors, oui, les thiazidiques, alors, en fait, alors, les thiazidiques associés, en particulier pour les œdèmes résistants, oui, mais ce n'est pas toujours beaucoup plus efficace, mais ça permet d'aider en association avec les diurétiques de Lens. Ensuite, la contre-indication des thiazidiques avec les sulfamides. Alors, les thiazidiques font partie de la famille des sulfamides, mais il y a plein de médicaments qui font partie de la famille des sulfamides, le Lasix aussi d'ailleurs, le furosémide. Donc ça, je pense qu'il faut une consultation allergologique. Et si vous avez une allergie aux sulfamides en général, et que vous vous posez la question de mettre les thiazidiques, et bien là, vous dites consultation allergo d'abord avec les tests, puisque ce n'est pas forcément tous les sulfamides, je pense. Et que sinon, ça vous condamne beaucoup de médicaments. Alors, on retourne à l'hyponatrémie. Alors, les urgences d'abord. Les urgences dans le cas de l'hyponatrémie, c'est les manifestations neurologiques. D'accord? Donc, les deux manifestations neurologiques qu'on peut avoir, c'est les manifestations dues à l'hyponatrémie elle-même, l'œdème cérébral. Donc, vous avez des céphalées, des vomissements, des convulsions, des confusions. Et là, vous pouvez donner du chlorure de sodium hypertonique, 150 millilitres, avec l'objectif de corriger de 5 millimoles par litre pour avoir une amélioration des symptômes. Et là, vous regardez sur les symptômes, c'est amélioré. Ensuite, l'autre urgence, elle est due à la iatrogénie. Lorsqu'on corrige trop vite, le risque de myélinolyse centropontine. Et là, le but, c'est de corriger de 8 millimoles par jour, et donc vraiment lentement. Il n'y a pas d'urgence quand il n'y a pas de symptômes. Et si vous avez une correction trop rapide, vous pouvez revenir en arrière en rediluant les patients, en apportant de l'eau. Alors, j'ai eu pas mal d'autres questions. Peut-on qualifier les hyponatrémies hyperosmolaires de fausse hyponatrémie? Alors, en fait, oui, parce que vous avez une hyponatrémie et c'est complètement faux, puisqu'en fait, vous avez le contraire. Hein. Mais donc oui, on peut qualifier ça de fausse hyponatrémie. Je pense qu'il faut parler d'hyperhydratation intracellulaire ou d'hypoosmolarité. L'hyponatrémie, c'est juste le point d'appel. Donc, voilà. Et ensuite, dans l'insuffisance cardiaque, va-t-on préférer les anti-aldo aux IEC? Non, alors les IEC, les ARA2 ont toute leur place dans l'insuffisance cardiaque, mais ne sont pas des diurétiques. Donc là, comme je vous parlais des diurétiques, on peut rajouter les anti-aldostérones. Évidemment, il peut y avoir une potentialisation de l'hyperkaliémie. Donc attention, on va parler un peu des médicaments tout à l'heure. Alors, du coup, une fois qu'on a traité les urgences, eh ben, on se pose la question de l'osmolarité urinaire pour comprendre d'où vient cette hyponatrémie. Soit vous avez les urines qui sont bien diluées, voyez, et là, en fait, c'est le rein, il fait le job, il élimine de l'eau. Vous avez moins de 100 milliosmoles, mais en fait, vous avez un patient qui ne vous aide pas en étant potomane, ou alors qui prend tellement peu d'apport d'ions, de sel, en fait, c'est le tea and toast, qu'en fait, même en diluant au maximum, comme ils n'ont pas assez d'ions pour pouvoir excréter toute l'eau. Donc voilà. Et puis après, si par contre, il y a une inadaptation de l'osmolarité urinaire, et ben là, ça veut dire que le patient n'excrète pas assez d'eau et que soit il y a une sécrétion d'ADH adaptée à une hypovolémie, donc en fait le patient a eu des pertes digestives ou cutanées ou des diurétiques et que du coup comme il est hypovolémique, l'ADH est stimulé pour réabsorber l'eau et entraîne cette hyponatrémie avec un secteur extracellulaire qui est diminué, soit il y a un SIADH avec un patient qui a une sécrétion primitive d'ADH dû soit à une infection, ou un problème cérébral ou un médicament, et qui du coup se met à réabsorber l'eau, alors que vraiment il n'y a aucune raison de le faire. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé NaCl 3% au mannitol, c'est le NaCl 3% dans les recommandations. Le mannitol, ça peut peut-être être utilisé en neurochirurgie, mais ça, honnêtement, je ne sais pas. Et puis en plus, on n'aime pas dans le rein parce que c'est toxique sur le tubule. Est-ce qu'on peut faire à la fin les questions? Oui, alors je peux essayer d'avancer sur les diapos et je ferai toutes les questions à la fin, sauf si j'ai des protestations sur le... Donc là, urine diluée, potomanie, tea and toast, pas bien diluée, ADH, soit dû à une hypovolémie, soit complètement folle, c'est le SIADH.
Hypernatrémie maintenant. Alors, hypernatrémie, là encore, c'est un problème d'eau et c'est pas assez d'eau. Donc, les urgences, c'est neurologique, avec la déshydratation intracellulaire, et puis c'est l'hypovolémie qui est souvent associée. Souvent, l'hypernatrémie, ça va dans une déshydratation globale, intra- et extracellulaire. Alors, les étiologies, si vous n'avez pas de déshydratation extracellulaire, c'est une perte d'eau pure, et là, vous avez le diabète insipide, central ou néphrogénique. Et pour faire la différence, vous pouvez faire le test au minira. Et puis, une perte d'eau extra-rénale, si c'est par exemple digestif, mais digestif, souvent vous avez du sel qui est perdu avec, donc vous êtes souvent déshydraté en extracellulaire, ou des pertes insensibles, ce qui est plus fréquent pour la perte d'eau pure. Et puis, s'il y a une déshydratation extracellulaire, là, vous avez perdu l'eau et le sel, et en fait, vous avez juste perdu plus d'eau que de sel, et c'est pour ça que vous êtes hypernatrémique. Et donc là, ça se voit dans la diurèse osmotique, le diabète, l'hypercalcémie, le mannitol, et puis dans les pertes extra-rénales, en particulier digestives, là, pour le coup. Et ce que vous voyez dans ce cas-là, c'est une osmolarité urinaire qui va être élevée dans la diurèse osmotique. Et puis dans les pertes extra-rénales, au contraire, vous allez avoir un rein qui va essayer de s'adapter en diminuant la natriurèse et en pissant le moins possible en gardant l'eau. Donc là, vous avez une oligurie. Donc finalement, comment vous pouvez procéder? Vous regardez le secteur extracellulaire. Et puis, s'il y a une déshydratation, vous allez regarder si le rein s'adapte en pissant peu, juste la diurèse. Et donc là, vous allez chercher les pertes extra-rénales. Et puis, si vous avez une grosse diurèse, là, vous allez chercher des osmoles qui entraînent une diurèse osmotique. Et le traitement, voilà, il n'y a pas assez d'eau, vous apportez de l'eau. Donc ça, c'est très simple. Et c'est de l'eau péros, c'est le plus sûr. Et après, sinon, vous pouvez apporter de l'eau en IV, mais évidemment, vous faites une hémolyse si vous apportez l'eau toute seule. Donc, il faut apporter du glucose. Le glucose va être stocké dans les cellules par le foie et vous allez avoir un apport d'eau équivalent à de l'eau libre. Et puis enfin, s'il y a une déshydratation extracellulaire, vous apportez du NaCl 0,9% et souvent, vous n'avez pas besoin d'apporter d'eau en plus. Alors, vous pouvez mixer les deux. Souvent, c'est bien. Hein, on met de l'eau plus du NaCl. Mais si le problème, c'est une déshydratation extracellulaire avec un rein qui n'est pas malade, mais qui juste excrète du sel du fait de la diurèse osmotique ou alors qu'il y a des pertes extra-rénales, en fait, le rein va s'ajuster, il va garder ce qu'il faut d'eau, il va garder ce qu'il faut de sel, et en mettant du NaCl, vous aurez ce qu'il faut. Donc là, vraiment, le plus important, c'est le NaCl, avec de l'eau éventuellement, pour jouer sur la rapidité de correction de la natrémie. Alors, maintenant, toujours dans l'hydroélectrolytique, les ions. Calcium avec que faire devant une hypercalcémie. Alors là, encore, c'est une urgence. Ça fait partie de nos urgences Capiche, avec eux comme les électrolytes. Et vous avez le CG à faire. Est-ce qu'il y a puisque le cœur va être la cible première, la plus sensible à l'hypercalcémie. Après, vous avez les signes neurologiques et puis la déshydratation, puisque là, justement, c'est une cause de diurèse osmotique. Donc, vous regardez la volémie, le CG et puis l'état neuro. Et puis après, une fois que vous avez éliminé les urgences, vous réfléchissez sur pourquoi on est hypercalcémique. Et ça, pour le calcium, vous avez besoin de ces 3 items, calcium, phosphore, parathormone, vitamine D, dans cet ordre-là. Et vous voyez que si vous avez un calcium ionisé qui confirme que votre calcémie est une vraie hypercalcémie, qui est élevé avec une phosphorémie basse, et ben, ça évoque une augmentation de la parathormone ou de la parathormone related peptide, donc ce qui est le même fonctionnement, qui va augmenter le calcium dans le sang et diminuer le phosphore, puisque ça augmente la réabsorption du calcium au niveau tubulaire et que ça augmente l'excrétion du phosphore. Si vous avez une phosphorémie qui est élevée, là, vous pouvez suspecter soit une lyse osseuse avec le calcium et le phosphore qui est libéré, ou alors une augmentation de l'absorption de calcium et de phosphore du fait de la vitamine D au niveau digestif. Alors attention à ça, si une phosphorémie élevée,
normalement, ça ne colle pas avec une hyperparathyroïdie, mais il faut faire attention à l'insuffisance rénale, où la phosphorémie est augmentée du fait de l'insuffisance rénale et où vous pouvez avoir quand même une hyperparathyroïdie. Donc, hyperparathyroïdie qui donne une hypercalcémie dans l'insuffisance rénale, c'est de l'hyperparathyroïdie tertiaire, mais c'est donc tout à fait possible d'avoir l'association d'augmentation de PTH et d'augmentation du calcium et du phosphore. Le traitement, bah, c'est l'hydratation, déjà pour lutter contre la déshydratation, pour aider à l'élimination du calcium par la diurèse osmotique, les biphosphonates pour diminuer le calcium, et puis, la chimiothérapie lorsque c'est un myélome. Mais je vais vous reparler du myélome après. Alors, pas d'indication du furosémide. On peut, mais il faut d'abord hydrater, parce que sinon c'est dangereux, le furosémide. Et en fait, on peut le mettre, ça va forcer un peu la diurèse. Le risque, c'est que ça va augmenter la calciurie, donc il ne faut pas que ça fasse des calculs. Et puis surtout, le risque c'est la déshydratation. Donc en fait, le Lasix, c'est vraiment une indication très annexe et ça va relativement peu changer les choses. Bah, les biphosphonates dans l'hypercalcémie, si ce n'est pas une cause, si c'est menaçant, on le met toujours. Ça met 3 jours à agir. Et puis, si ce n'est pas une cause rapidement curable, on va les mettre assez facilement. En particulier dès que ça menace le cœur avec des signes ECG. Dernière chose que j'aurais pu vous mettre, c'est les corticoïdes. Ça rentre dans la chimiothérapie pour le myélome, mais ça traite aussi les hypervitaminoses D parce que ça diminue l'absorption digestive de calcium et de phosphore. Les biphosphonates. Quel biphosphonate? Il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'est le zolédronate. Alors ça, ce n'est pas marqué dans le collège. Moi, je vous propose plutôt l'ibandronate, parce que le zolédronate, ça donne des nécroses tubulaires, et le pamidronate, ça donne des HSF, alors que l'ibandronate, ça n'a pas montré tout ça, mais c'est un peu hors programme. Voilà. La calcitonine, il n'y en a plus de place. Ça peut se donner en attendant que les biphosphonates soient efficaces, mais ça fait vomir. Et en gros, on n'en donne jamais. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui est marqué dans le collège. Alors, quand même, dernière question, parce que c'est une bonne question. Est-ce qu'on donne, quand on ne sait pas une hypercalcémie, est-ce qu'on donne des corticoïdes? On peut, quand on a éliminé les autres causes et qu'on pense, du coup, c'est peut-être par exemple une sarcoïdose ou une granulomatose avec augmentation de la vitamine D 1,25. Intoxication au calcium, c'est très rare. Donc, en fait, là, les excès d'apport ne sont pas trop le problème, ou alors il y a de la vitamine D en plus. Alors, maintenant, hypocalcémie. Alors, l'hypocalcémie, donc vous avez besoin du même bilan pour comprendre est-ce que c'est vraiment une hypocalcémie, le calcium ionisé, et puis est-ce que les mécanismes de régulation du calcium, la PTH, la vitamine D, sont adaptés. Donc, en urgence, avant de savoir d'où ça vient, vous allez faire l'ECG, attention au cœur, et puis vous allez faire un examen neuro et musculaire pour voir s'il y a un retentissement neuromusculaire, avec en particulier des crampes ou des faiblesses musculaires ou des convulsions. Une fois que vous avez éliminé les urgences, vous allez essayer de comprendre. Alors, est-ce que la PTH, qui devrait être très augmentée pour lutter contre l'hypocalcémie, est bien augmentée? Si elle n'est pas augmentée, en fait, c'est un défaut de PTH, c'est une hypoparathyroïdie. Et ça, la plupart du temps, c'est chirurgical. Il y a d'autres causes avec les infiltrations, sarcoïdose, amylose, que vous voulez, mais la plupart du temps, c'est on a opéré une hyperpara ou un cancer de la thyroïde et on a enlevé les parathyroïdes. Ensuite, si ce n'est pas ça, vous pouvez avoir une hypovitaminose D. Donc là, vous n'avez pas de vitamine D pour absorber le calcium et le phosphore. Et donc, soit c'est une hypovitaminose D de 25 OH, de vitamine D totale. Et donc là, c'est des carences d'apport vitaminique, et puis éventuellement absence d'exposition au soleil. Donc on est très souvent carencé, mais rarement au point de faire des hypocalcémies. Et puis, est-ce que c'est un défaut de 1-alpha-hydroxylation de la vitamine D? Et là, c'est ce qu'on voit très fréquemment dans l'insuffisance rénale. Et comment vous allez le traiter? Il manque du calcium, vous apportez du calcium, plutôt du gluconate, parce que le chlorure de calcium, ça fait des nécroses des veines et des bras quand vous l'injectez trop concentré.
du magnésium, parce que l'hypomagnésémie entraîne des hypoparathyroïdies et des résistances à la parathormone. Et puis la vitamine D, apporter de la vitamine D, c'est apporter du calcium, donc, puisque ça augmente l'absorption du calcium et du phosphore. La vitamine D, par contre, il faut s'assurer qu'on n'a pas une hyperphosphorémie, sinon on va la majorer et on va risquer de faire précipiter le calcium et le phosphore. Alors, est-ce que dans l'ostéomalacie carentielle, on donne vitamine D2, vitamine D3 ou les deux? Les deux se valent. A priori, pour moi, il n'y a pas d'indication particulière. En tout cas, ça dépasse mes compétences en hypovitaminose D. Alors, maintenant, on change d'ion. Magnésium systématique dans le traitement de l'hypocalcémie. Je dirais oui, le magnésium, c'est jamais mauvais, hein, sauf si vous en donnez 200 ampoules. Et souvent, on ne connaît pas bien. La magnésémie ne reflète pas bien ce qui se passe dans la cellule. Donc, autant dans l'hypokaliémie que dans l'hypoparathyroïdie, on peut donner du magnésium, je pense que c'est bien. Alors, maintenant, on passe à l'acidose métabolique. Alors, l'acidose métabolique, ce n'est pas un problème de néphro, c'est un problème de médecine générale, puisque c'est pour la néphro, mais c'est aussi pour la réanimation, pour la gastro, etc. Donc, il faut savoir par cœur. Quand vous avez une acidose métabolique, alors normalement, pour dire acidose, vous avez besoin d'un gaz du sang pour avoir le pH. En fait, si vous avez les bicarbats, vous avez très probablement une acidose métabolique, puisque en fait, l'alternative des bicarbats, c'est une alcalose respiratoire compensée. Et ça, en fait, c'est quand même pas très fréquent. Et puis d'habitude, on a un contexte évident. Donc, bicarbat, acidose métabolique. Pourquoi est-ce que vous faites quand même les gaz du sang? Finalement, plus pour avoir un élément de gravité et puis pour voir s'il y a une participation respiratoire à cette acidose ou si c'est bien compensé par le poumon. Les urgences. Ah, je ne vous ai pas mis les urgences. Ma faute. Les urgences, c'est que quand vous avez une acidose métabolique, il faut rechercher les causes graves d'acidose métabolique, en particulier l'acidose lactique et l'acidocétose diabétique. Je croyais vous l'avoir. Donc, pour ça, pour rechercher ces urgences en un clin d'œil, vous allez pouvoir faire le 3 ionique plasmatique. Et ça, il faut le faire systématiquement. Même si le patient va bien, vous avez des bicarbats, vous devez savoir le 3 ionique plasmatique pour savoir si vous avez une perte de bicar ou un gain d'anion indosé. Alors, comment ça fonctionne? Je vous l'ai mis là. Vous avez normalement le sodium avec le potassium, vous pouvez faire là. Avec le potassium, c'est 16 plus ou moins 4, le 3 ionique normal. Sans le potassium, c'est 12 plus ou moins 4. C'est pas mal de mettre le potassium pour si jamais il y a des hypos ou des hyperkaliémies. Alors, mais toujours est-il que vous avez ce que vous dosez, sodium et potassium, du côté des cations, puis vous avez ce que vous dosez du côté des anions, bicar et chlore. Et si vous faites ce que vous dosez, sodium, potassium, en positif, moins ce que vous dosez en négatif, ben, ça ne tombe pas sur 0, alors que pourtant il y a autant de cations que d'anions, parce qu'on a omis un tout petit peu d'ions positifs, comme le magnésium et le calcium, mais pas mal d'ions négatifs, et en particulier les protéines qui sont négatives et qui sont dans le plasma. Donc, de manière naturelle, on a omis plus d'anions que de cations. Donc, quand on fait sodium plus potassium moins bicar moins chlore, on a quelque chose qui est positif. Et c'est pour ça qu'on a 16 plus ou moins. Alors, si on a un excès d'anions indosés, et là on parlait de l'acidose lactique, donc du lactate, ou des corcétonites, comme l'hydroxybutyrate, eh bien, qu'est-ce qui se passe? En fait, le lactate de sodium arrive, vous avez des anions lactate en plus que vous ne comptez pas dans votre calcul, et puis comme c'est du lactate de sodium, le sodium, vous le comptez. D'accord? Donc, et vous avez, comme le lactate consomme les bicarbonates, hein, vous avez le lactate qui donne de l'acide, en fait, et donc le lactate, il va libérer un H+, qui va se mettre avec le bicarbonate. Donc le bicarbonate de sodium, et le sodium va rester, mais par contre le bicarbonate, ça va devenir du CO2 et ça va partir dans la respiration. Donc si vous avez des anions qui sont ni le chlore ni le bicarbonate, qui libèrent des H+, et bien vous avez une baisse des bicarbonates sans augmentation du chlore, parce que c'est les lactates qui remplacent là ici, et vous allez avoir du coup une augmentation de la différentielle
sodium plus potassium, moins chlore, moins bicarbonate. Et donc ça révèle ces anions indosés, et ça, souvent, c'est grave, parce qu'en fait, vous avez les intoxications pour les exogènes, l'aspirine, vous avez les lactates, l'acidose lactique, vous avez l'acidocétose diabétique et l'insuffisance rénale. Que des trucs qu'on a envie de savoir vite. Ça, c'est une urgence. Trouver les causes associées. Ensuite, si vous avez la perte de bicarbonate, vous perdez du bicarbonate de sodium, et donc l'équilibre, il se fait en chlorure de sodium. Vous n'avez pas d'augmentation des anions qui ne sont pas dosés, et donc le trou anionique ne va pas bouger, il ne va pas être augmenté. Et donc ça c'est de la perte de bicarbonate digestive, diarrhée, ou urinaire, et ça s'appelle les acidoses tubulaires. Acidose tubulaire, c'est le sang est acide du fait de l'absence d'excrétion d'acidité ou du fait de la perte de bicarbonate par les tubules. Alors, et là, il faut savoir le faire aussi, puisque ça va être vraiment pas les mêmes étiologies. Donc, quand vous avez un trou anionique normal, perte de bicarb, est-ce que c'est des diarrhées ou est-ce que c'est des acidoses tubulaires? Et ça se calcule, ça se détecte en regardant si le rein a un comportement adapté à l'acidose. Si le rein fonctionne, et donc le problème, c'est les diarrhées, si le rein fonctionne, il excrète du chlorure d'ammonium. D'accord? Il va excréter les acides. Et donc, soit on dose l'ammonium dans les urines, si l'ammoniurie est supérieure à 40, le rein fait le boulot, il lutte contre l'acidose et le problème est digestif. Si par contre, vous n'avez pas d'ammoniurie, le rein ne fait pas le boulot, il y a une acidose tubulaire, peut-être qu'il y a en plus des diarrhées, mais il y a au moins une acidose tubulaire, il faut comprendre ce qui se passe dans le rein. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait le trou anionique urinaire? Pour estimer le chlorure d'ammonium. Quand vous avez beaucoup de chlorure d'ammonium qui arrive dans les urines, vous avez une augmentation du chlorure et vous n'avez pas d'augmentation du potassium et du sodium, puisque l'ion positif, c'est l'ammonium. Donc, le trou anionique normal, qui est d'environ 40, on compte le potassium, le sodium et le chlore, et on ne compte pas les autres anions organiques et puis les autres cations comme le calcium, et c'est à 40. Et si on le modifie en rajoutant du chlorure et de l'ammonium, en fait, le chlorure va devenir supérieur à la somme du potassium et du sodium, et donc du coup, on a un trou anionique qui devient négatif, signe que le rein fait le boulot, qu'il excrète de l'ammonium, et que donc le problème est purement digestif. Alors, pourquoi l'acidose métabolique de type 2 proximale est-elle aggravée par l'apport de bicarb? Alors en fait, c'est plutôt le... là, en fait, ce qui est aggravé par l'apport de bicarb dans la proximale et amélioré par l'apport de bicarb dans l'acidose distale, c'est l'hypokaliémie. Ce n'est pas l'acidose elle-même. Et donc ça, en fait, ça va par le mécanisme d'échange des ions H+, et K+, au niveau des tubules. Alors maintenant, alors, il y a des questions sur l'anatrémie, je répondrai après. L'ammoniurie et la chlorurie évoluent dans le même sens. Alors, oui, vous voyez que le chlore augmente avec l'ammoniurie, mais le chlore, il augmente aussi avec le potassium et le sodium. Donc, si vous avez bouffé plein de chlorure de sodium, vous allez avoir une augmentation de la chlorurie qui ne voudra rien dire. Donc, c'est vraiment le trou anionique urinaire qui compte, ou l'ammoniurie, mais pas le chlore seul. D'accord? Alors maintenant, on arrive à l'hypokaliémie. Justement, la question de tout à l'heure montrait qu'il y avait une hypokaliémie fréquente dans les acidoses tubulaires, en fait, les types 1 et 2, puisque ça permet de différencier les acidoses tubulaires de type 4 qui sont hyperkaliémiques. Et donc, comment raisonner devant une hypokaliémie? D'abord, les urgences. Attention au cœur. Une ACPHA, une torsade de pointe, un arrêt cardiaque. Et puis le muscle, avec parfois des effets qui peuvent être importants, surtout si c'est le diaphragme qui est touché, vous imaginez. Alors, comment réfléchir? Là, vous avez, c'est très bien fait dans le QN, hein, l'arbre diagnostique. Et donc, vous allez, le paramètre important, ça va être la calurèse. Vous avez d'abord la redistribution. Bon, il faut regarder, mais ça va être des petites hypokaliémies, hein, si c'est dû à l'insuline, l'alcalose ou les bêta-2 mimétiques qu'on utilise pour le traitement de l'hyperkaliémie. Malheureusement, ça ne baisse pas tant que ça. Et la calurèse, par contre, ça va nous dire, là encore, est-ce que
le rein fait son boulot de garder le potassium. Donc là, on a des pertes extra-rénales, en particulier digestives basses, si la calurèse est basse, à moins de 20 par 24 heures, ou est-ce que le rein est inadapté et participe à cette déplétion en potassium. Alors vous voyez bien que si le rein pisse du potassium, ça ne protège pas contre la diarrhée. Donc si vous avez une calurèse inappropriée, il peut y avoir en plus des diarrhées à corriger, d'accord? Mais vous avez au moins quelque chose qui ne va pas au niveau du rein. Attention à la redondance, les diarrhées c'est fréquent, il peut y avoir plusieurs causes. Alors, quand c'est le rein qui est en cause, puisque si c'est le tube digestif, il faut apporter du potassium et traiter la diarrhée. Oui. Mais si c'est le rein, il va falloir réfléchir à un peu pourquoi le rein nous fait perdre du potassium. Et là, vous allez réfléchir sur la tension artérielle. Puisque si vous avez une augmentation de sécrétion de l'aldostérone ou un effet aldostérone-like pour les intoxications, par exemple à la réglisse ou corticoïdes, eh bien, vous allez avoir une hypervolémie, une hypertension et une fuite de potassium directement par l'effet de l'aldostérone. D'accord? Donc, hypertension, vous cherchez toutes les causes d'hypertension avec hyperaldostéronisme ou pseudo-hyperaldostéronisme. Si au contraire la tension artérielle est basse, ben là vous allez avoir une augmentation de l'aldostérone, mais secondaire à un stimulus hypovolémique. Et donc vous êtes dans l'autre situation et vous avez là la possibilité de regarder en effet l'acidose ou l'alcalose. Quand vous avez une acidose métabolique, ben là on arrive à nos acidoses tubulaires avec l'hypokaliémie dans les types 1 et 2, et puis l'acidocétose, et là on a aussi une hypovolémie sur l'hyperglycémie avec la perte de potassium qui est un des paramètres importants de l'acidocétose diabétique. Et puis, si vous avez une alcalose, là, vous avez deux choses possibles, soit les diurétiques qui font pisser du potassium et du H+, en même temps, et donc ça, c'est typiquement avec le Lasix ou avec ce qui mime l'effet d'un diurétique, c'est-à-dire les maladies de Bartter, Gittelmann, les hypomagnésémies. Et puis sinon, vous avez aussi la possibilité de perte urinaire de potassium chez des patients qui vomissent. Donc, ils ont une alcalose métabolique parce qu'ils vomissent du H+, mais ils vomissent aussi du chlore et ils pissent du coup pour lutter contre cette alcalose métabolique, ils pissent du bicarbonate de sodium et ils se mettent en hypovolémie et ils activent le système rénine-angiotensine-aldostérone qui essaye de réabsorber le sel et qui l'échange contre du potassium, d'où l'hypokaliémie. Donc là, quand vous avez une hypokaliémie par perte rénale sans hypertension avec une alcalose métabolique, là, ce qui va être intéressant à regarder, c'est le chlore urinaire, puisque de manière assez spécifique, si le chlore urinaire est très bas, ça signe un déficit en chlore associé au déficit en H+, et donc les vomissements. C'est sûr que les diarrhées à chlore sur les tumeurs mucineuses sont extrêmement rares. Donc, la calurèse, très important, et puis après l'hypertension. Comment est-ce que vous traitez? Alors ça, il faut vraiment le savoir, et ça, c'est quasiment à mettre dans le cadran des urgences. Hypokaliémie, si on supplémente, ça peut être une urgence, mais il ne faut pas aller trop vite. Plus d'1,5 g, voire même si vous n'avez pas des pompes pour bien contrôler le débit, vous vous limitez à 1 g par heure. Sinon, vous risquez d'avoir des troubles cardiaques sur des passages transitoires de potassium trop concentré. Et puis, en périphérique, pour ne pas brûler les veines, pas plus de 4 g par litre. Vous mettez du magnésium, c'est toujours bon le magnésium, je vous l'ai dit, hein, ça marche pour l'apparathormone, mais ça marche aussi pour l'hypokaliémie. Sachez que si vous manquez de magnésium, et vous ne le voyez pas toujours sur la prise de sang, parce que ça peut être dans la cellule, si vous manquez de magnésium, le tubule est incapable d'empêcher la sortie du magnésium vers les urines. Donc il faut donner systématiquement du magnésium dans l'hypokaliémie. Et puis, dans le cas particulier des pertes de chlore avec les vomissements en particulier, apporter du sel, ça va contrôler la perte urinaire de potassium. Comment peut-on avoir une acidose et une hypokaliémie? Eh bien, en fait, par perte massive
du stock de potassium. C'est ce qu'on voit dans l'acidose cétose diabétique. L'acidose entraînerait au conditionnel une hyperkaliémie, mais en fait, si vous avez une hypokaliémie, c'est parce qu'on a tellement plus de potassium que même le transfert ne permet pas de corriger l'hypokaliémie. Et du coup, quand on corrige l'acidose, on démasque une hypokaliémie encore plus profonde. Donc, une acidose avec une hypokaliémie, c'est une hypokaliémie encore plus grave. Alors, on est arrivé au bout de 2 chapitres et on a encore plus beaucoup de temps. Donc, diagnostic des néphropathies. Non, le furosémide sur l'hyperkaliémie, ce n'est pas une bonne idée. Ça ne va pas être très efficace et ça va déshydrater. Alors, donc là c'est juste de manière générale, lorsque vous avez une néphropathie, que ce soit en aigu, insuffisance rénale aiguë ou chronique, et que vous voulez faire un diagnostic étiologique, il y a toujours ce qui s'est passé comme physiopathologie, un agent causal qui a créé une lésion dans un compartiment anatomique du rein et qui du coup donne un syndrome clinique. Et vous allez, tel Sherlock Holmes, faire le raisonnement inverse. Vous avez des symptômes, vous essayez d'en faire un syndrome, vous suspectez diverses lésions anatomopathologiques et vous allez souvent faire une biopsie rénale pour voir quelles sont les lésions qui correspondent à ces syndromes. Et avec ça, vous allez essayer d'identifier l'agent causal qui est responsable de ces lésions dans le rein et du coup de ces symptômes. Alors, néphropathie. D'abord, item hématurie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hématurie, ça peut être une urgence. Ça semble tout bête, mais en fait, ça peut être une hémorragie grave avec un choc. Ça peut être le signe d'un obstacle. S'il y a une lithiase, si c'est sur un unique, c'est une urgence. Ça peut être un sepsis, avec sur les infections urinaires des hématuries. Et puis, ça peut être une GNRP. Ça peut être grave. Ça peut toucher les autres organes et puis détruire le rein. Donc, ça, c'est à éliminer rapidement. Et puis, dans les étiologies, en fait, vous avez 2 grands cadres. Les hématuries urologiques, vous savez, qui peuvent cailloter, qui sont macroscopiques, qui sont pas forcément totales, justement, qui peuvent être initiales, totales ou terminales. Et puis, vous avez les hématuries néphrologiques. Et là, ça vient du glomérule. Et là, du coup, c'est total, il n'y a pas de caillots. Et vous avez des acanthocytes ou des cils rhumatiques parce que les globules rouges, ils vont être moulés par les tubes, ils vont être modifiés par le passage dans les tubes. Et ça, pour qu'un globule rouge, gros comme ça, passe à travers la membrane basale d'un glomérule, il faut que celle-ci soit détruite. Il y a 2 manières de détruire une membrane basale glomérulaire. Soit vous avez une anomalie génétique de la membrane basale, comme dans l'Alporte, soit vous avez une prolifération des cellules, soit épithéliales podocytaires, soit mésangiales, qui va soit à l'intérieur des vaisseaux, une accumulation de cellules inflammatoires qui vont casser la membrane basale. Donc, hématurie glomérulaire égale prolifération ou Alporte, en gros, ou basalopathie. Pardon. Alors, oui, j'ai dit une bêtise. Une hématurie urologique peut bien sûr être microscopique. Elle peut bien sûr être microscopique ou macroscopique, et de même, l'hématurie glomérulaire peut être microscopique ou macroscopique. Alors, les explorations, c'est le CBU pour voir la tête des globules rouges, et puis rechercher un argument pour une maladie glomérulaire, donc la protéinurie, l'albuminurie, et puis, comme c'est peut-être quelque chose d'agressif, la biopsie rénale. Ça, c'est pour si on pense que c'est glomérulaire. Si on pense que c'est urologique, on commence par rechercher une anomalie urothéliale, en particulier un cancer. Alors, quelqu'un m'a dit, dans les GEM, peut y avoir une hématurie, c'est 40% des GEM, mais ce n'est pas classique. On ne vous mettra pas ça normalement dans un cas de l'internat. Et donc, ça peut se voir sur une thrombose veineuse. Et donc là, il y a une congestion des capillaires qui vont péter, parce que c'est fréquent dans les GEM. Et puis, de temps en temps, ça se voit dans les GEM, mais on ne l'explique pas bien. Mais en tout cas, c'est une atypie qui doit faire chercher autre chose. Alors, diagnostic des néphropathies, protéinurie. Alors, les urgences pour la protéinurie, c'est la thrombose sur les syndromes néphrotiques à moins de 20 ou de 25 d'albumine, moins de 20, on dit d'habitude, 20 grammes par litre. Les infections, puisqu'en fait, vous pouvez avoir une perte d'immunoglobuline et une immunodépression. Et puis, le cas particulier, on en parlera rapidement, de la grossesse avec la prééclampsie. Là, vous risquez l'éclampsie,
c'est-à-dire la convulsion, la crise convulsive généralisée et le saignement dans la tête. Donc, une fois limitées ces urgences, vous allez essayer de préciser cette protéinurie. Est-ce qu'elle est bien glomérulaire, si c'est une majorité d'albumine? Est-ce qu'elle est sélective? Et si c'est plus de 80% d'albumine, c'est vraiment les pieds des podocytes, et ça c'est la LGM qui sont atteints. Est-ce que finalement la protéinurie est au contraire plutôt tubulaire, s'il n'y a pas trop d'albumine, moins de 50%? Est-ce que c'est une protéinurie de surcharge avec un excès par exemple, de chaîne légère dans le myélome? Est-ce que c'est une protéinurie urologique si c'est du sang? Et donc ça, il faut regarder si, en gros, c'est du sang dilué qu'on a dans les urines. Et puis le syndrome néphrotique. Et là, en fait, je vous l'ai mis là, mais surtout, une fois que vous avez une atteinte glomérulaire, vous allez chercher à identifier un syndrome glomérulaire pour pouvoir suspecter un type de lésion anapathe et un type de cause. Là, vous avez le syndrome néphrotique, hématurie macroscopique récidivante, syndrome néphritique aigu, GNRP, glomérulonéphrite chronique. C'est très bien décrit dans le collège. Je ne vous le reprécise pas, mais vous avez besoin de connaître ces syndromes et les causes et les lésions anatomico-pathologiques qui correspondent. Ce qu'on peut retenir, c'est quand même là-dedans, vous avez des causes, des syndromes associés à des proliférations, à des hématuries. Et là, c'est le syndrome néphritique aigu et la GNRP en particulier. Les hématuries macroscopiques, c'est une hématurie, mais comme dans l'Alport, qui est proliférative ou non, suivant que ce soit Alport ou Berger, en gros. Le traitement de la protéinurie en général, ça va être surtout le traitement étiologique et puis les USCRA2 qui ont toujours une bonne part pour contrôler cette protéinurie, à la fois en contrôlant la tension et l'hémodynamique glomérulaire. La vaccination, les statines, l'anticoagulation, ça c'est pour contrer les complications de la protéinurie, en particulier de fort débit, et on pourrait rajouter une bonne nutrition avec des apports de protéines. Dans le syndrome néphrétique, oui, c'est principalement de l'albumine. Vu que c'est glomérulaire, on a plus de 50% d'albumine. Ça peut être sélectif ou non, et ça peut être pur ou non, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi une hématurie, une hypertension, une insuffisance rénale, mais c'est toujours plus de 50% d'albumine. Sinon, c'est très atypique, et ça évoque plutôt quelque chose de tubulaire. Alors, les œdèmes des membres inférieurs, on a parlé un peu de l'hypervolémie. Je pense que les urgences, pour des choses aussi simples que les œdèmes, il y a des urgences. Est-ce qu'il y a une thrombose avec un risque de paix? Voilà, une phlébite. Est-ce que en fait, c'est des œdèmes du fait d'une défaillance cardiaque, hépatique ou rénale? C'est des urgences, il faut vite rechercher ça. Et puis, prééclampsie, pour le contexte de grossesse, c'est une grande urgence. Les étiologies, le rein, le cœur, le foie, on a parlé, les grands organes qui font que l'excrétion sodée va être diminuée par le rein, soit parce que le rein ne marche pas, soit parce que le rein est mal perfusé. Alors, il y a une question pour la PBR, ça c'est intéressant, mais je ne vous ai pas parlé de la PBR. Est-ce que ça peut donner des infections urinaires hautes? Non. En fait, les pyélonéphrite, c'est une non-indication de la biopsie, mais en fait, ça ne fait pas remonter les germes depuis la vessie, et puis il faut traiter, on peut biopsier un patient qui a une infection urinaire si on pense qu'il a autre chose, mais il faut évidemment traiter son infection urinaire. Alors, l'étiologie des œdèmes, après vous avez des étiologies locales avec l'obstacle veineux ou lymphatique et puis une hyperperméabilité capillaire, c'est un peu moins fréquent. Et donc, vous avez deux grands cadres, l'hypervolémie globale, l'insuffisance rénale ou même l'insuffisance cardiaque, ou l'hypovolémie efficace. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir des œdèmes importants, mais vous pouvez avoir les vaisseaux qui sont vides. Donc, si vous avez une insuffisance cardiaque avec un cœur qui perfuse mal le rein, vous pouvez avoir une petite tension, les vaisseaux vides et puis des œdèmes. Et donc, évidemment, la prise en charge va être différente en termes d'agressivité du traitement diurétique. Si vous avez une hypovolémie efficace avec une fuite dans le secteur interstitiel, il va falloir être plus prudent pour ne pas majorer une insuffisance rénale, par exemple. Donc, les examens que vous allez faire, vous allez rechercher la protéinurie, vous allez voir s'il a une acide et vous allez essayer de faire un examen cardiaque avec vite une ETT. Le traitement, là, je crains d'avoir fait un copier-coller avec la protéinurie sur le traitement diurétique, régime hyposodé, on est d'accord. Vaccination, statine, anticoagulation.
Ça s'adaptait, ça se mettait plus pour la protéinurie. Alors, diagnostic des néphropathies, la néphropathie diabétique. Alors, les urgences, acidocétose, coma hyperosmolaire, le sepsis et les complications cardiovasculaires qui sont associées au diabète. Le diagnostic, en fait, pour dire qu'il y a une néphropathie diabétique, il faut qu'il y ait une atteinte de la microcirculation. Donc, s'il n'y a pas de rétinopathie, c'est pas typique, il faut faire la biopsie. Il faut que la protéinurie elle soit glomérulaire. Les atteintes non glomérulaires diabétiques, ça existe, mais c'est rare. Là, il faut chercher autre chose. Il ne faut pas que ce soit prolifératif. S'il y a une hématurie, ce n'est pas normal du tout, il faut chercher autre chose et donc faire la biopsie. Et puis, du coup, il ne faut pas qu'il y ait un diagnostic alternatif pour pouvoir poser le diagnostic de néphropathie diabétique sans biopsie. S'il y a des encas, on a un diagnostic alternatif et on va faire une biopsie. Le traitement, ça va être de contrôler le diabète, contrôler la tension avec des objectifs stricts, contrôler la protéinurie. Et les IEC, les ARA2, ont particulièrement leur place. Les inhibiteurs de SGLT2, ce n'est pas dans votre programme, mais c'est énorme, donc ça va venir. Je voulais rajouter hors programme. Voilà. Quelles explorations faire? C'est rechercher toutes ces atypies, donc l'hématurie, vérifier la protéinurie, regarder la microangiopathie, et puis faire un bilan non invasif à la recherche d'arguments pour d'autres atteintes glomérulaires pour décider si on fait la biopsie rénale. Non, pas de consultation pré-anesthésique avant une PBR, puisqu'on anesthésie en local, et c'est tout. Alors, diagnostic des néphropathies. Le lupus. Alors là, les urgences, c'est l'AGNRP, qu'on peut voir dans le lupus, qui donne différentes présentations cliniques. Les atteintes des autres organes, en particulier les organes vitaux, et puis les maladies associées qui peuvent être très graves et urgentes, comme le SAPL, ou éventuellement l'association avec une sclérodermie, qui peuvent menacer le pronostic vital. Alors, pour le lupus, du côté néphrologique, la classification diagnostique, alors là, ça change. Donc, vous, dans votre collège, vous avez l'American College of Rheumatology 2007 et la SLIC 2012, la conférence internationale de consensus sur le lupus systémique. Et en fait, vous avez une nouvelle classification qui est arrivée, qui est hors programme pour vous, mais ça tombe bien, en fait, cette nouvelle classification, elle correspond à peu près à la fusion des deux classifications que vous avez dans votre programme à vous. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut des anticorps antinucléaires et puis des signes cliniques et biologiques, et que pour le rein spécifiquement, il suffit d'une néphropathie lupique stade 3-4 avec des anticorps antinucléaires pour porter le diagnostic de lupus. Vous voyez l'importance de la néphropathie lupique à elle seule qui apporte le diagnostic de lupus. Et donc, vous avez les différentes néphropathies lupiques. Vous avez toujours des dépôts de mésangiaux d'immunoglobulines et de compléments, avec un peu de prolifération mésangiale éventuellement, ça c'est le 1 et le 2. 2 s'il y a de la prolifération. Mais la vraie prolifération menaçante qui va donner une hématurie, c'est la prolifération endocapillaire ou extracapillaire, et qui va se manifester du coup par une 3 ou 4 suivant le caractère diffus ou non des lésions. Et ça, c'est ce qui porte d'une part à soi tout seul le diagnostic de lupus, mais aussi qui indique un traitement immunosuppresseur par corticoïdes, cyclophosphamide ou mycophénolate mofétyle avec un entretien. Et bien sûr, vous avez les mesures associées qui sont toujours vraies, quel que soit le stade du lupus, le plaquenil, quasiment toujours, et la photoprotection, la contraception, pour ne pas avoir une grossesse à un moment où on n'est pas équilibré, le soutien psychologique, et les préventions des complications, en particulier des corticoïdes et des immunosuppresseurs. Ensuite, la polykystose et les maladies génétiques. Donc là, l'urgence de la polykystose, c'est l'hémorragie, qui peut être massive, parce que les kystes, il y a de la place, l'infection et l'altiade. Et le diagnostic, c'est d'abord la clinique, avec l'arbre généalogique, le mode de transmission autosomique dominant, et donc là, l'arbre généalogique, vous regardez, autosomique dominant, ça veut dire qu'à chaque génération, il y a quelqu'un d'atteint. Et puis, l'échographie rénale avec les kystes. La génétique, ça se fait maintenant, mais dans votre collège, ce n'est pas marqué comme nécessaire. Les anévrismes cérébraux, bien sûr, alors ça, on aurait pu le marquer dans les urgences.
mais il faut le rechercher avant que ça devienne une urgence, en particulier s'il y a des antécédents familiaux. Puis le conseil génétique pour les enfants. Alors oui, le plaquenil est indiqué dans la néphropathie lupique. Ça permet de faire de l'épargne cortisonique, de diminuer plus et plus vite les corticoïdes, mais ça ne suffit pas. Alors, le myélome. Donc ici, je vous parle des urgences, l'hypercalcémie et l'insuffisance rénale. Donc ça, c'est les deux choses qui peuvent menacer le pronostic vital dans le myélome, et à court terme, j'entends. Et puis, pour le diagnostic, vous avez le trépied diagnostique du myélome. Ça, c'est plus de l'hématologie, mais vous avez pour le rein, il va falloir voir, est-ce que vous avez une protéinurie tubulaire, et là, ça peut vous évoquer un Fanconi, par exemple, de chaîne légère, la protéinurie de surcharge, ça, vous pouvez le voir partout, mais dans tous les types de myélome, mais en particulier dans la tubulopathie myélomateuse, ou est-ce que vous avez de l'albumine, plus de 50%, et là, c'est glomérulaire, et là, ça vous oriente vers l'amylose ou le randal, le dépôt de chaîne monoclonale, et là, évidemment, c'est un autre cadre dans lequel souvent on a besoin de faire une biopsie. L'autre possibilité, c'est une atteinte purement fonctionnelle sur la polyurie osmotique du calcium. Les traitements, c'est l'hydratation, l'alcalinisation urinaire, les biphosphonates, on en avait parlé, et puis la chimiothérapie commencée en urgence avec au moins les corticoïdes en urgence, ce qui permet de traiter l'hypercalcémie associée aux biphosphonates et à l'hydratation. Attention à alcaliniser les hypercalcémiques, parce que si vous donnez des bicarb IV, vous pouvez favoriser un petit peu la précipitation phosphocalcique et la néphrocalcinose dans le rein, ce qui serait dommage. Donc il faut alcaliniser les urines avec prudence tant qu'on est hypercalcémique. Amylose et randal, c'est le rouge Congo. La biopsie, vous faites le rouge Congo. Si ça prend le rouge Congo, c'est l'amylose. Si ça ne prend pas le rouge Congo, c'est le randal. Et vous avez une fixation en immunofluorescence des chaînes sur les basales. Puis après, les dépôts sont un peu différents. Donc oui, en gros, c'est le même tableau clinique. C'est une atteinte des basales avec une atteinte glomérulaire et une protéinurie de fort débit. Après, vous pouvez avoir diverses atteintes plus ou moins fréquentes, mais qu'on peut avoir dans les deux cas, par exemple cardiaques. Alors, néphropathie interstitielle chronique. Donc là, bon, j'ai repris les tableaux. Je vais aller très vite, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement fréquent et que ça repose principalement sur l'anamnèse. Vous allez avoir des petits reins, vous avez un peu de leucocyturie éventuellement, des atteintes tubulaires avec des acidoses tubulaires ou éventuellement du Fanconi, mais vous avez plein de causes différentes. Il faut retenir les toxiques, les AINS, l'obstacle, et puis probablement la génétique, puisque c'est une cause qui est en train d'arriver à grands pas avec le séquençage nouvelle génération. Pour ce qui est des néphropathies vasculaires, l'urgence, c'est en fait ce qui est la cible de l'hypertension maligne, c'est-à-dire le cœur avec un OAP, l'insuffisance cardiaque, les vaisseaux avec la dissection, le cerveau avec les AVC et le rein avec la néphroangiosclérose maligne. Ça, c'est la cible de l'hypertension, c'est aussi l'origine de l'hypertension. C'est-à-dire qu'on a une pathologie cardiaque, vasculaire, cérébrale ou rénale, ça peut donner de l'hypertension, qui peut être une hypertension maligne. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a une MAT, microangiopathie thrombotique? Ça, c'est une urgence aussi, diagnostique et thérapeutique, et ça, vous faites la NUM. Donc, les néphropathies vasculaires, le signe, c'est l'hypertension. Le diagnostic, vous allez rechercher les atteintes des petits vaisseaux, et ça, la MAT, avec la NUM, éventuellement le dosage du complément pour le CHU atypique, et puis pour les emboles de cholestérol. Et puis, vous allez avoir l'HTA maligne primitif qui peut donner de la MAT d'ailleurs, la sclérodermie. Donc, c'est peut-être pas mal de faire un petit bilan immuno avec des anticorps antinucléaires. Et puis, faute coquille, macroangiopathie, sténose des artères rénales ou infarctus, les deux grosses causes. Et donc là, le Doppler ou l'angio-scanner ou angio-IRM, mais d'abord le Doppler et puis après un scanner ou une IRM injectée pour voir l'infarctus. L'infarctus rénal, c'est assez fréquent. Vous avez une colique néphrétique, il n'y a pas d'obstacle, vous suspectez un infarctus rénal. Ça, c'est aux urgences, c'est fréquent. Et un petit encadré pour la MAT,
trois grands cadres. Le CHU typique, les BGN chigatoxine plus, avec une atteinte endothéliale. Et on peut rajouter dans l'atteinte endothéliale les toxiques avec les chimiothérapies comme la mitomycine C ou le Gemzar. Et puis les CHU atypiques, ça c'est un déficit de la régulation de la voie alterne du complément. Et donc là on fait le bilan de la voie alterne du complément avec le C3, le facteur I, le facteur H, MCP. Et dans ce cas-là, le traitement, évidemment, ça va être d'apporter des facteurs du complément par les échanges plasmatiques ou de bloquer le complément par l'éculizumab. Et puis le PTT, ça c'est le facteur von Willebrand qui est plus clivé par la protéase ADAMTS13. Et donc, ça c'est un défaut soit auto-immun anti-ADAMTS13, soit génétique. Et là, il faut apporter de l'ADAMTS13 par des échanges plasmatiques. Est-ce qu'on a la protéinurie dans les néphropathies vasculaires? Oui, sur l'HTA maligne, on peut avoir d'une part une tubulopathie massive avec une nécrostulaire et une protéinurie tubulaire, et puis on peut avoir une albuminurie, mais qui est transitoire quand vous corrigez la tension. S'il n'y a pas de maladie glomérulaire, l'albuminurie va se corriger avec le contrôle tensionnel. Alors, maladie rénale chronique. Alors, les urgences. Alors là, je vous parle d'hypertension. Les urgences hypertensives, vous avez une tension supérieure à 180-120, c'est la définition de l'urgence hypertensive, et surtout, vous avez une hypertension maligne avec une atteinte d'organes, cœur, cerveau, vaisseau, rein. Je ne vous ai pas mis le fond d'œil, ce qui est ma bêtise, j'aurais dû le mettre dans le diagnostic. Finalement, le fond d'œil, c'est plus pour révéler une atteinte cérébrale que le problème lui-même. Et donc, si vous avez un œdème papillaire, vous avez une hypertension artérielle intracrânienne derrière. Et puis la prééclampsie, qui est une urgence extrême spécifique de la grossesse. Le diagnostic de l'hypertension en dehors de l'urgence, c'est plus de 14,9. Il faut le faire par la mesure au cabinet, mais aussi en automesure et en MAPA, qui est plus fiable, avec du coup des seuils un peu plus bas que vous avez dans votre collège, et puis regarder qu'est-ce qui peut avoir causé l'hypertension et qu'est-ce que l'hypertension peut avoir causé sur les différents organes que sont le cœur, le vaisseau, le cerveau et le rein. Alors, les explorations initiales de l'hypertension modérée, ça va être justement regarder le cœur avec le CG, le potassium, ça plutôt pour voir si on a des signes d'hypertension secondaire avec une hypokaliémie, la créate pour l'insuffisance rénale et la protéinurie pour la néphropathie glomérulaire associée, et puis rechercher les facteurs associés, le diabète, les dyslipidémies. L'hypertension, en fait, vous avez le choix entre les 5 classes thérapeutiques qui sont là, IEC, ARA2, inhibiteur calcique, thiazidique et bêta-bloquant. Comme on est en néphro, on aime bien les IEC et les ARA2. Et s'il n'y a pas de problème rénal, vous avez le choix. Et par contre, les 2 médicaments qui se prêtent aux associations, qui ont été validés pour l'association avec tous les autres, entre eux et avec les autres, c'est les inhibiteurs calciques et les thiazidiques. D'accord ? Coche ton ionogramme dans le bilan de l'HTA ou kaliémie. Alors, dans les recommandations HCS, c'est kaliémie, mais je serais un peu triste que vous ne fassiez pas le reste du iono. À mon avis, pour vos questions, on ne vous reprochera pas de faire le reste du ionogramme. Mais les autres ions sont moins utiles. Alors, maladie rénale chronique. On a parlé, j'ai laissé certaines questions et j'y reviendrai, mais je n'ai pas le temps de les faire tout de suite là pendant ce temps-là. Alors, maladie rénale chronique, vous avez la baisse de la fonction rénale, inférieure à 60, une anomalie morphologique, typiquement des kystes, ou un obstacle, et puis une anomalie sanguine ou urinaire, alors soit la protéinurie, l'hématurie, on avait parlé, soit la leucocyturie ou l'hypokaliémie, hypophosphorémie pour un fanconi, quelque chose comme ça, ou une acidose tubulaire. Donc, vous voyez là que ces critères-là ne reposent pas uniquement sur la fonction, c'est le stade qui repose sur la fonction. Et vous pouvez avoir un DFG entre 60 et 90 sans avoir une maladie rénale chronique, très souvent chez la personne âgée. Donc, pour la maladie rénale chronique, il faut avoir moins de 60, donc là, on est directement au stade 3A au moins, ou alors, indépendamment de la fonction rénale, une anomalie morphologique ou du sédiment urinaire ou du iono sanguin lié à une maladie rénale. Alors, j'aurais dû commencer par les urgences. Les urgences, alors nos patients avec maladie rénale chronique, ils meurent du cœur. Donc ça, toujours faire attention quand ils ont une insuffisance rénale chronique. Ils meurent de l'infection
Et je vous ai mis, c'est un cas particulier, l'ischémie mésentérique, parce que ça, ils peuvent mourir de ça, c'est extrêmement grave, et surtout, on le voit rarement en dehors des insuffisants rénaux chroniques terminaux et des dialysés. Donc l'ischémie mésentérique, c'est quelque chose un peu, c'est une petite spécificité à nous. Ce n'est pas exclusif de l'insuffisance rénale, mais c'est beaucoup plus fréquent. L'étiologie, bah, en fait, ça reprend ce qu'on avait dit sur l'insuffisance rénale aiguë. Il faut raisonner avec les compartiments anatomiques. Obstacles, glomérules, tubules, interstitium et vaisseau. Alors, la seule différence pour le chronique, c'est que la néphropathie tubulaire et interstitielle, en fait, c'est la même présentation que la néphropathie interstitielle chronique. Dans le bilan étiologique, en dehors de l'anamnèse et des éléments protéinurie, hypertension, leucocyturie qu'on avait vu, ben, il faut rajouter la génétique. En fait, quand on ne sait pas d'où vient une maladie rénale chronique, souvent on n'a plus la possibilité de faire la biopsie parce que le rein est trop petit, trop fibreux. Et maintenant, on a la possibilité de faire des recherches génétiques, en particulier s'il y a un regroupement familial de la maladie, pour identifier de nouvelles maladies, et en particulier les maladies interstitielles chroniques, dont une bonne part sont génétiques. Alors, les complications, dans la maladie rénale chronique, il va falloir gérer ces complications qui sont l'anémie, l'hyperparathyroïdie, l'acidose, et puis les complications cardiovasculaires. Et ça, c'est à la fois l'hypertrophie VG et les calcifications artérielles. Alors, je vous ai un petit peu détaillé ici le traitement. Alors, le traitement, c'est ralentir. On commence par une monothérapie, l'hypertension plutôt. Je pense qu'il faut faire comme dans les référentiels. Après, ce qui se discute, c'est est-ce qu'on met à pleine dose ou on fait une bithérapie. Parfois, c'est plus efficace de faire une bithérapie et ça donne moins d'effets secondaires que de passer à pleine dose une monothérapie. Alors, on traite l'hypertension, on favorise les IEC ou les ARA2, on ne met pas les deux en même temps, hein, et on essaye d'obtenir moins de 13,8 et moins de 0,5 grammes de protéinurie. Bien sûr, on traite la cause, et surtout, finalement, c'est surtout ça, on évite qu'ils se déshydratent, qu'ils prennent des toxiques, qu'ils aient d'autres agressions. Je vous ai remis les inhibiteurs de SGLT2, la dapagliflozine, ce n'est pas dans votre référentiel, mais c'est un traitement du futur qui marche très bien, pas que chez les diabétiques. Il faut ensuite pallier les complications. Oui, alors protéinurie, c'est 0,5. Après, pour l'albuminurie, on prend souvent 0,3. En fait, 0,5 protéinurie, 0,3 d'albuminurie, c'est l'équivalent. Donc, pallier les complications, ça veut dire éviter l'anémie en apportant des vitamines, du fer et de l'EPO. Dans ce sens-là, d'abord corriger le fer et les vitamines, ensuite l'EPO. Freiner l'hyperparathyroïdie. On peut accepter qu'il y ait une hyperparathyroïdie secondaire, mais si c'est trop important, il faut la freiner en apportant du calcium, pas normalisé, mais supplémenté modérément, de la vitamine D, 25OH ou 1-alpha, et plus ou moins 1-alpha plutôt, et puis le cinacalcète, calcimimétique pour freiner directement la parathormone, avec éventuellement la chirurgie que j'aurais dû vous rajouter après le cinacalcète. Et puis préparer la dialyse ou la transplantation, c'est ça la suppléance, le capital veineux pour la fistule ou le cathéter péritonéal. Donc là, il faut vérifier qu'il n'y a pas de hernie, etc. Vacciner, soutien psychologique, et puis on commence la dialyse, soit quand il y a une indication urgence. Oui, alors la 25OH, on commence par supplémenter s'il y a une carence. Si on est bien en 25OH, après on passe ou un alpha. Et puis, donc, pour les indications, c'est les indications urgences ou alors l'altération de l'état général, l'anorexie, le syndrome urémique, qui doivent faire commencer avant que le patient ne soit trop altéré. Ensuite, maladie rénale chronique, la greffe. Alors, l'indication, c'est la même que la dialyse. Quand ils arrivent en stade 5, on peut les greffer, qu'ils soient dialysés ou pas. Il faut évidemment le consentement du donneur. Soit c'est le donneur vivant, il consent devant le tribunal, soit c'est le donneur décédé, et on vérifie qu'il ne s'est pas opposé sur les registres ou auprès de sa famille. Il ne faut pas qu'il y ait de contre-indication à l'anesthésie, à la chirurgie et aux immunosuppresseurs pour le receveur. Et évidemment, pour le donneur, il ne faut pas qu'il y ait de contre-indication au don, comme par exemple une infection active ou une tumeur. Alors, les objectifs de pression artérielle inférieure à 13,8, si protéinurie ou dans tous les cas, en cas de néphropathie, dans tous les cas.
cas de maladie rénale chronique. La différence en fonction de la protéinurie, c'est pour les diabétiques, albuminuriques ou pas, et donc on passe à 13,8 s'ils sont albuminuriques. L'objectif, c'est d'augmenter la survie, la qualité de vie, et puis de coûter moins cher que la dialyse en santé publique. Et les anti-rejets, en fait, il y a 3 classes. Il y a les corticoïdes, les antiprolifératifs comme le Celcept, MMF, et puis les anticalcineurines. Ça, c'est les 3 grandes classes. Et on utilise souvent en plus un traitement en induction pour cibler la lymphocyte T, soit les dézinguer avec les antithymocytes, soit inhiber leur fonctionnement avec l'anti-CD25. Et j'aurais dû commencer par les urgences. En greffe, il y a un risque d'hémorragie au moment de la greffe. Anurie, ça veut dire le greffon ne marche pas, on a un rein unique en greffe. Le sepsis, puisqu'ils sont sous immunosuppresseurs, et le cardiovasculaire, puisque c'est des anciens insuffisants rénaux chroniques, ils sont calcifiés de partout. Alors, la greffe, quand vous avez un patient greffé, il faut savoir que la greffe, elle se fait ici en fosse iliaque, ce n'est pas en orthotopique. Donc, ça permet de faire des biopsies, de faire des dopplers très facilement, d'explorer et de l'examiner. C'est sous la peau. Donc, il faut examiner un greffon. Et juste, souvenez-vous des 5 grandes choses à vérifier systématiquement chez un greffé récent ou ancien. NACRI, la maladie rénale initiale du donneur ou du receveur. Est-ce qu'il y a des lésions qui vont récidiver après la greffe? Et ici, vous avez une hyperoxalurie avec une précipitation d'oxalate. Et là, si vous suspectez ça, souvent, c'est la biopsie. Ensuite, est-ce qu'il y a des problèmes d'ordre d'anesthésique pour la greffe? Donc, les patients sont calcifiés, ils sont cardiopathes, coronaropathes, c'est la première cause de mortalité. Est-ce qu'il y a des problèmes chirurgicaux avec des sténoses des vaisseaux, des thromboses, des fuites urinaires, des sténoses urinaires? Voilà, donc ça, c'est l'échographie Doppler qui va vous renseigner là-dessus. Est-ce qu'il y a un rejet avec la biopsie? Vous pouvez faire aussi doser les anticorps anti-HLA. Est-ce que le greffon est rejeté? Et puis, est-ce qu'il y a des problèmes qui sont dus aux anti-rejets? Et ça, c'est les infections et les cancers, avec des prophylaxies anti-infectieuses qui sont données, en particulier Bactrim pour la pneumocystose ici, mais la possibilité d'avoir des infections plus classiques aussi, qui sont plus fréquentes, et des cancers qui sont plus fréquents chez les greffés. Néphrologie transversale, ça va aller vite, heureusement, parce que j'ai plus que 3 minutes. On dépassera peut-être un tout petit peu. La lithiase. La lithiase, c'est transversal entre les uros et nous. L'urgence, c'est la fièvre, parce que si vous avez une colique néphrétique sur obstacle, c'est une urgence, et ça peut devenir vite un choc. L'anurie, si vous avez une colique néphrétique sur un unique, il va mourir d'hyperkaliémie. Et l'insuffisance rénale, ça va avec, c'est le fait que ça soit sur un unique, soit sur un rein déjà malade. Alors, les étiologies, c'est d'abord la déshydratation, et puis après, vous avez tout ce qui donne une hypercalciurie. Donc l'hyperpara en est une, les apports excessifs en est un autre, l'hypocitraturie, l'hyperoxalurie, l'hyperuricurie, donc c'est les lithiases d'acide urique, et puis les infections pour l'astrovite, les phospho-ammoniaco-magnésiens. Les explorations, ça va être qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit, la biologie pour rechercher justement ces causes de lithogénèse avec le calcium, le magnésium, le phosphore, la PTH, la vitamine D, l'acide urique. Et puis la cristallurie, on voit les mini-calculs dans les urines, on identifie de quoi ils sont faits, et puis l'analyse du calcul. Le traitement, ça va être la colique néphrétique, ça va être l'analgésie, et là on peut mettre des AINS, même si nous, néphrologues, ça nous fait toujours un peu peur, mais s'il n'y a pas d'insuffisance rénale associée. Dériver les urines, la sonde double J, la sonde urétéro-vésicale, et puis prévenir en hydratant bien avec un régime hyposodé parce que les apports de sel majorent la plupart des lithiases en augmentant la calciurie. Alors, un calcul avec une dilatation importante des CPC justifie un drainage en urgence. Pas forcément s'il n'y a pas les critères de gravité que sont l'insuffisance rénale, la fièvre ou le caractère hyperalgique. D'accord? Donc, au contraire, parfois, c'est chronique et du coup, il n'y a pas d'urgence à traiter une dilatation importante. Mais bon, il va falloir le faire. Aspects transversaux des infections urinaires. Alors, les urgences, c'est le choc septique, l'obstacle, ça va devenir un choc, et l'oligurie, parce que si sur une prostatite, vous êtes anurique, vous allez faire insuffisance rénale. Donc,
Le diagnostic, il va reposer sur le CBU, les signes fonctionnels et le syndrome inflammatoire clinique ou biologique. Attention, les insuffisants rénaux, une fois sur deux, ils ont une infection, ils ne font pas de fièvre. Il faut regarder aussi la biologie. Il faut se méfier des fausses apyrexies. Alors, vous avez soit les contaminations, soit la colonisation que vous retrouvez à l'ECBU et vous n'allez pas traiter, sauf la colonisation des femmes enceintes lorsqu'il y a plus de 15 unités formant colonie. Ensuite, vous avez des symptômes, c'est la cystite, avec les signes fonctionnels. Et là, vous allez les traiter habituellement parce que c'est désagréable, sachant que la plupart du temps, bien boire et attendre, ça suffit. Chez la femme, je parle d'une cystite, donc pas de fièvre. Si vous avez de la fièvre ou un syndrome inflammatoire, ça devient une pyélonéphrite. Et là, il faut traiter par antibiotiques absolument. Et les infections urinaires masculines, on considère qu'il n'y a pas de cystite chez l'homme, donc il faut traiter également. Et là, vous allez traiter de manière adaptée sur l'antibiogramme. Et si c'est une urgence à commencer, vous adapterez secondairement sur l'antibiogramme. Alors, chez un patient greffé, est-ce qu'on traite les colonisations? Alors, en fait, il y a une étude qui ne montre pas d'intérêt à traiter les colonisations chez le patient greffé. Il y a des centres qui le font, des centres qui ne le font pas. Alors, l'autre exception, à part la femme enceinte, c'est quand vous allez faire un geste urologique, endovésical. Et donc, si vous allez manipuler l'intérieur des voies excrétrices, là, il faut traiter avant, sinon vous faites remonter les germes. La grossesse. Alors, l'urgence, clairement, c'est la pré-éclampsie avec le risque d'éclampsie, et puis la souffrance fœtale, l'urgence pour le fœtus. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau néphrologique pendant la grossesse? Alors, j'ai une question pour les coliques néphrétiques, ça me semble important. Pourquoi le premier examen devant une colique néphrétique compliquée d'une IRA, on fait un scanner non injecté et pas une écho? Alors, dans le référentiel, hein, c'est une échographie. L'avantage du scanner, c'est que ça permet de voir les calculs, y compris non radio-opaques, et ça permet de voir le niveau précisément de la dilatation. Donc, ça aide les urologues pour la décision des dérivations, soit par néphrostomie, soit par sonde Gigi. Et donc, voilà. Encore, cystite de l'immunodéprimé, on traite comme une infection urinaire à risque de complications? Oui, oui. Alors, clairement, chez le greffé, c'est à risque de complications, donc on traite comme une infection urinaire à risque de complications chez le greffé ou l'immunodéprimé. Donc, pardon, je reviens à la grossesse. Donc, pendant la grossesse, il y a une hyperfiltration qui est physiologique, avec une augmentation du volume extracellulaire. Et ça, en fait, c'est normal, mais ça favorise l'aggravation des maladies rénales et l'aggravation en particulier de la protéinurie. Donc, prudence avec la grossesse chez les gens qui ont déjà une maladie rénale. La définition de l'hypertension gravidique, c'est si on atteint les 14,9. Évidemment que c'est nouveau, hein, sinon c'est une hypertension préexistante. Et la prééclampsie, c'est après 20 semaines, l'hypertension, plus une atteinte d'organes qui souvent est une protéinurie supérieure à 0,3 g par jour. Très sensible, hein, le seuil. Et donc, le traitement de la prééclampsie, ça va être le magnésium hein, pour diminuer l'hyperexcitabilité neuro, quoi. Les antihypertensions, avec en particulier l'oxène, l'icardipine, et puis les autres sont des traitements bien connus et reconnus pour la grossesse, la bétalol, aldomètre, et puis l'extraction fœtale en urgence et le suivi à distance, puisque si vous avez fait une prééclampsie, vous êtes à risque, même si tout revient à la normale, de faire plus tard une maladie rénale chronique, quelle qu'elle soit, ou des accidents cardiovasculaires. L'urapidil était autorisé dans la grossesse, oui, mais ce n'est pas celui qu'on utilise en première intention de manière classique. Donc ça, vous pouvez voir sur le CRAT, l'urapidil, il n'y a pas de problème, je crois. Maintenant, la personne âgée. Alors, le gros truc de la personne âgée, ça va être d'arrêter les traitements. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils en ont plein de traitements, polymédication. Et qu'en plus, ils vont mal s'adapter au point de vue physiologique, parce que de manière physiologique, chez les personnes âgées, ils vont mal concentrer, mal diluer les urines, donc ils vont mal tolérer la déshydratation, l'hyperhydratation.
Ils vont avoir une régulation du sodium, du potassium qui ne va pas être bonne. Donc, du coup, ben, voilà, les diurétiques ou les apports sodés vont avoir plus de conséquences, et les médicaments hyperkaliémaux ou hypokaliémaux aussi. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une diminution physiologique du DFG, et donc ça va être important aussi pour l'adaptation des médicaments. Donc attention, arrêtez les traitements nocifs et puis diminuer le nombre de médicaments au maximum. Et puis, peut-être une dernière chose pour les personnes âgées, mais en fait, on peut dire dès l'âge de 40 ans, il faut le rechercher, hein, les gamma, de manière un peu systématique dans les néphropathies, rechercher les gammapathies monoclonales, et puis évidemment les maladies vasculaires des personnes âgées. Alors, il faut réévaluer la balance bénéfice-risque pour la thérapeutique. Les objectifs de tension, en particulier sur la systolique, sont beaucoup plus souples, puisqu'ils ont une rigidité vasculaire qui est assez normale et ils tolèrent moins bien les antihypertenseurs. Donc là, on peut en monter à 16. Et puis, les apports protidiques, il ne faut pas les dénutrir. Et est-ce qu'il faut faire la dialyse? Il n'y a pas de contre-indication à la dialyse ou à la greffe chez les personnes âgées, mais parfois, le bénéfice-risque est moins favorable. Les médicaments, je crois que j'ai quasi encore, c'est la dernière diapo. Les médicaments, donc la première chose, c'est d'arrêter ceux qui sont nocifs, on le redit, hein, comme chez les personnes âgées. Et les mécanismes des interactions entre maladie rénale et médicaments, c'est d'abord le surdosage quand le médicament est à élimination rénale. Ça, c'est la metformine. Metformine, ce n'est pas toxique. Par contre, ça donne des acidoses lactiques sévères quand ça surdose du fait de l'absence d'élimination, mais ça n'attaque pas le rein. Les médicaments qui sont néphrotoxiques, pour le coup, là, les AINS, alors là, c'est différent. Quand il y a un surdosage, il faut adapter la dose. Quand c'est toxique, il ne faut juste pas en donner. Vous avez une insuffisance rénale, ce n'est pas vous donner moins d'AINS, vous n'en donnez pas du tout. Et vous n'en donnez pas non plus en cutané, puisque ça passe dans le sang. Donc, zéro médicament néphrotoxique, si possible. Quand c'est une chimio indispensable, parfois on sacrifie un. Ensuite, les allergies. Il faut penser qu'il y a quand même les néphropathies interstitielles rénales, c'est beaucoup des allergies, et qu'il y a des médicaments, tous les médicaments peuvent donner des allergies, mais certains encore plus, comme par exemple la MOX, les IPP. Et donc là, on contre-indique s'il y a une allergie, on ne diminue pas la dose. Ensuite, potentialisation des effets secondaires avec l'insuffisance rénale. Typiquement, c'est les médicaments hyperkaliémants. Donc là, on surveille, on adapte éventuellement la dose, et puis on laisse tomber si on voit qu'on n'arrive pas à le contrôler. Mais le mot-clé, c'est surveillance. Et puis ensuite, interaction médicamenteuse entre les médicaments du rein, ici, et puis d'autres médicaments, ou des médicaments du rein entre eux. Ici, une interaction classique entre le tacrolimus anti-rejet et l'antihypertenseur loxène nicardipine, qui font que ça augmente les taux de tacrolimus dans le sang par inhibition du cytochrome P450. Et donc là, il faut éviter ces combinaisons. Et puis, si on ne peut pas les éviter, il faut adapter les doses. Alors, là, j'arrive à la fin de mon topo et je vais reprendre les questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je ne sais pas si vous pouvez allumer vos micros ou le demander, mais si c'est le cas, ça peut être bien si vous avez des questions à l'oral. Sinon, j'essaye d'avancer dans ce à quoi je n'ai pas répondu. La PBR est-elle contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale chronique? Non. Elle peut être inutile si le rein est tout fibreux. Elle peut être dangereuse si le rein est petit, parce que ça augmente le risque d'hémorragie. D'accord. Et puis, ça rend plus difficile d'atteindre le rein sous les côtes. Il y a eu une question sur, pour parler de syndrome néphrotique pur, faut-il l'absence d'hématurie macroscopique et microscopique? Oui. Alors, sauf si c'est une hématurie urologique, là, vous avez votre syndrome néphrotique pur, mais en fait, ça, vous pouvez le savoir une fois que l'hématurie est passée. Parce que quand il y a une hématurie urologique, vous ne pouvez pas savoir s'il y a une hématurie néphrologique sous-jacente. Donc, syndrome néphrotique pur, il ne faut pas d'hématurie, parce que sinon, ça fait prolifératif et c'est autre chose. Est-ce qu'on peut éliminer une polykystose s'il n'y a pas de kyste avant 40 ans ou si pas de kyste avant 30 ans? Alors là, je vous avais remis les diapos pour la polykystose. Et à vrai dire, moi, je revérifie toujours les recommandations. Donc, vous l'avez ici. Et là,
voyez, en gros, s'il y a moins de 3 kystes avant 40 ans, euh, vous êtes... non, s'il y a 3 kystes avant 40 ans, vous avez la polykystose. Si vous n'avez pas de kyste avant 40 ans, la probabilité est très, 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 très faible. Est-ce que vous pouvez avoir quand même une polykystose de type 2? Je pense pas. 40 ans, ça devrait être bon. 0 kyste avant 30 ans, il reste encore, mais en fait, c'est une diminution des pourcentages. Ça reste possible. Donc, je pense que c'est plutôt 40 ans le seuil. Comment différencier amylose et rhodale? On en a parlé. CHU typique, y a-t-il un délai entre les diarrhées et la clinique rénale du CHU? Typiquement, oui, parce que le mécanisme, c'est il y a d'abord des diarrhées, il y a la toxine qui rentre par la muqueuse lésée qui après va attaquer l'endothélium. Donc, normalement, il y a les diarrhées d'abord, mais tout s'est vu. Hein. Quelquefois, on ne voit pas les diarrhées, et puis on retrouve un Escherichia coli stec plus à chigatoxine. Et en fait, on demande, ah bah oui, j'ai fait un peu de diarrhée, je ne les ai pas vus, ou ils s'en sont même pas aperçus. Donc, les diarrhées, normalement avant, mais pas systématique. Est-ce qu'on a de la protéinurie dans les néphropathies vasculaires? Donc ça, on l'a dit, hein, dans la maline, oui, sinon non. CHU typique. Quel bilan étiologique pour un CHU? Pour un CHU, donc ça, je pense que vous l'avez, c'est assez extensif hein, dans le référentiel, mais en gros, euh, en fait, c'est un bilan de maths que vous faites. Donc, pour un bilan de maths, vous éliminez le PTT en vérifiant que la dame TS13 n'est pas effondrée. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas le même traitement. Si c'est une maths, PTT ou CHU, il va falloir faire les échanges plasmatiques. Si par contre, c'est pas un PTT, ça veut dire que le CHU il peut être traité aussi bien et même mieux par les cumulizumab pour inhiber le complément que par les échanges plasmatiques. Et donc après, une fois éliminé le PTT par la dame TS13, vous faites la voie alterne du complément avec le facteur C3, C4, CH50, les facteurs de la voie alterne du complément avec le facteur IBH, la génétique de la voie alterne du complément, le MCP, qui est l'inhibiteur du complément à la surface des globules rouges et de l'endothélium, et puis recherche de maladies auto-immunes avec des facteurs antinucléaires, et puis recherche d'étiologie alternative avec l'homocystéine pour des déficits en cobalamine, et puis diagnostic alternatif, la CIVD, donc il faut rechercher, il faut faire le TP pour vérifier qu'on n'a pas une CIVD qui peut donner des tableaux un peu similaires. Et un test de Coombs pour un autre diagnostic alternatif qui est l'hémolyse due à l'effet de la neuraminidase sur le globule rouge. Alors, quelles indications pour le cotrimoxazole ou le valganciclovir dans les greffes? Le Bactrim cotrimoxazole systématique pour prévenir la pneumocystose. Le valganciclovir systématique dans les D+, R-, le donneur CMV+, receveur moins. Dans les autres cas, en particulier D+, R+, et D-, R+, hein, ça dépend des équipes. Sinon, on peut juste suivre les PCR. Excusez-moi, je regarde les questions. Le lithium est-il contre-indiqué formellement avec les AINS? Je pense qu'il faut vraiment l'éviter. Alors, en fait, il n'y a jamais de contre-indication formelle, hein, parce que les patients, de toute façon, vous ne pouvez pas les empêcher d'en prendre. Il y a quand même des alternatives avec les corticoïdes quand vous voulez l'effet anti-inflammatoire et les antalgiques de palier 1, 2, 3. Donc, je pense qu'il ne faut pas associer les AINS et le lithium, on va vers les emmerdes. Existe-t-il un seuil de non-utilisation des IEC dans l'IRC? Non, en fait, ça va être le potassium. Et bien sûr, quand vous mettez des IEC ou des ARA2, vous contrôlez, en plus de l'académie, la créatinémie. Et donc, si vous voyez une augmentation de l'insuffisance rénale, de plus de 30%, ça remet en cause. Ou au moins, il faut rechercher une sténose de l'artère rénale. Mais en pratique, c'est vrai que en dessous de 20 de clairance, ça va être difficile de les introduire. L'objectif d'apport de protéines dans l'IRC, c'est 0,8 g, mais c'est surtout ne pas les dénutrir. Il faut d'abord qu'ils ne soient pas dénutris, ensuite on peut avoir une restriction modérée de l'apport protéique pour ralentir la maladie rénale. Qu'est-ce qui est susceptible de tomber en DP à l'ECM?
Ouais, je pense que c'est les grandes indications et peut-être de dire que la dialyse péritonéale, ça a un avantage pour la qualité de vie des patients qui veulent être traités à domicile. Et peut-être, sur un truc transversal, ça évite les à-coups volémiques qu'on a avec l'ultrafiltration de la dialyse et de l'ultrafiltration. Et donc, c'est pas mal pour les patients fragiles sur le plan cardiaque avec une insuffisance cardiaque. Ça, c'est pour l'ADP. Hypercalcémie chronique, j'ai du mal à comprendre le schéma d'apport en calcium. 1 gramme par jour. Et vitamine D dans l'hyperpara. Non, en fait, le but des apports de calcium jusqu'à 1 gramme par jour et de vitamine D dans l'hyperpara secondaire, c'est dans l'hyperpara secondaire, il y a une hypocalcémie. S'il y a une hypercalcémie sur une insuffisance rénale, vous avez une hyperpara tertiaire, et là, vous ne voulez pas rajouter du calcium, vous voulez traiter l'hyperpara tertiaire, soit par la chirurgie, soit éventuellement par le sinacalcène. Alors, la dialyse péritonéale est-elle plus efficace? C'est pareil que l'hémodialyse. C'est équivalent avec des contre-indications pour l'un ou pour l'autre s'il y a eu de la chirurgie abdominale ou si, je vous ai dit, les à-coups hypertensifs de la dialyse, les à-coups volémiques sont très mal tolérés. GEM, c'est syndrome néphrotique pur ou impur? Normalement, c'est un syndrome néphrotique pur. Mais comme on disait tout à l'heure, il peut y avoir une hématurie qui va jusqu'à 40% des cas. Et dans ce cas, c'est une atypie. Vous vous trouvez avec un syndrome néphrotique impur, mais qui est atypique dans une GM où ça devrait être pur. Alors, dans le QN, c'est impur. Donc ça, alors, par rapport à ça, c'est par rapport à l'hématurie. Hein. Si vous avez une hypertension ou une insuffisance rénale associée à la GEM, là, de toute façon, votre syndrome néphrotique il devient impur. Alors, pourquoi on utilise les IEC et les ARA2 pour l'hypertension chez le néphropathe? Il y a 3 raisons. Un, l'effet sur la protéinurie, parce que ça vasodilate l'artériole efférente et du coup, ça diminue la pression dans la chambre glomérulaire et du coup, ça diminue la filtration de protéines. Donc, c'est bien pour les néphropathies protéinuriques. Ensuite, c'est bien parce que les IEC ARA2, ça favorise le remodelage cardiaque et vasculaire et les insuffisants rénaux, ils sont souvent rigides des vaisseaux et hypertrophiques du cœur. Et troisièmement, les IEC, les ARA2, ça bloque le signaling, hein, les voies de signalisation de l'angiotensine 2, qui sont des voies de signalisation profibrogènes avec sécrétion en aval de TGF-bêta, et donc ça diminue la fibrose du rein. Voilà. Ça ne devrait pas hypoperfuser le rein, les IEC, les ARA2. En fait, ça hypoperfuse, ça diminue la pression dans le glomérule. Mais du coup, ça lève le frein de l'artériole efférente et ça vascularise mieux le tubule qui est en aval du glomérule, puisque vous savez que la vascularisation du néphron est une vascularisation à un système porte admirable avec un système capillaire pour le glomérule, suivi d'une artériole et un deuxième système capillaire pour irriguer le tubule qui a besoin d'être irrigué et oxygéné, qui est très fragile par rapport à l'hypoperfusion. Est-ce que le HELP fait partie